bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Bonjour tout le monde, ça va bien? Bonjour, ils te répondront. Plus fort que ça va bien? Quoi? Pardon. C'est quoi? Tu fais du crowd work avec personne. Ben t'es là, toi? Ouais, mais je suis pas ton public cible. C'est vrai. Non, ben ouais, c'est vrai, t'as raison, tu irais à tout. Ben, à soir peut-être que ça passerait bien, là, mais les autres soirs, non. Demain, peut-être, demain soir aussi. Ah ouais, les deux soirs, tu vas être willing. Ouais, tu vas être prêt à aller n'importe où. Parfait. On ira sur la strip ensemble. Non, ça va faire. Là. Ok, parfait. Fait que dernier show de WrestleMania de cette année, hein, dernier review de WrestleMania. Ouais. Ça va vite quand même, hein? Ouais, WrestleMania X7, WrestleMania X8. On a déjà passé, on a déjà passé WrestleMania de la saison de WrestleMania, c'est fou pareil. Là. Ouais. On tombe dans presque un au mois petit de mai. temple de lutte. Pas ouais, mais le podcast, on va vous garder dans le bain. On fait le podcast dans le bain? Oui, en deux robinets. avec DJ puis Marco. DJ Marco. T'as-tu compris? T'as-tu vu la promo l'autre jour? C'est ça qu'a dit Lufisto, DJ puis Marco? Non, elle dit TJ. Ok, j'avais compris DJ. Pas mal qu'elle dit TJ, là. On va aller réécouter parce que... D'accord. Ok, parfait. Fait que c'est ça. C'était bien le fun, le show. Je vous le conseille. Bye. Ouais, c'est drôle. Je vous le conseille pas tant. En tout cas, on va parler tantôt. Toi, on sait bien, hein. On sait bien. Toi, quand moi, je trouve quelque chose de bon, tu fais le contraire. Ben, pareil comme tout avec moi, là. La même petite affaire. Qu'est-ce qui est bon pour tout est bon pour Minou. Qu'est-ce qu'on parle de quoi, sinon, Minou? Y a-t-il d'autre chose à dire avant qu'on commence ce show-là? Ou Ben oui, t'es allé voir le podcast la semaine dernière pendant le WrestleMania X8. On avait WrestleMania X7. Oh oui, avec évidemment le gros main event, My Way on a Highway, The Rock contre Steve Austin, avec le fameux heel turn d'Austin avec Vince McMahon, méchant garçon pour gagner la ceinture. Ouais, bien sûr. Et à travers la table, manquez pas nos entrevues avec nos artisans de lutte québécoise, des invités, on parle de la lutte moderne, Monsieur Alfredo, toutes sortes d'affaires dans ce show-là. Ouais. Et bien sûr, on a fait la grande annonce la semaine dernière à travers la table, mais on a un bel invité pour commencer le mois de mai. Et oui, un arbitre, un vétéran de l'Attitude Era, entre autres. Jimmy Corderas, l'arbitre retraité de la WWF, WWE. Donc, puis c'est drôle, hein, parce que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, pendant que je me promenais, j'ai vu la fameuse photo, ce que Taker est en haut de la LNSL, puis il s'en va avec Randy Orton, puis dans l'allée, là. C'était-tu un LNSL? Non, c'était pas un LNSL, c'était juste un... Orton contre Taker Mania, c'était pas un LNSL, c'était un single. Non, il y a un LNSL, me semble, mais pas à WrestleMania. Ok, ben bref, c'était peut-être pas à WrestleMania, mais Taker en haut de la selle, puis avec Corderas qui s'envoie avec Orton, qui l'amène jusque genre en arrière. Là. La photo était vraiment nice. Là, fait que... Allez voir ça, Jimmy Corderas, puis je pense que ben, je ne vais pas me prononcer, mais ça sera peut-être pas la dernière fois qu'on va l'avoir au podcast. Très sympathique puis très facile d'accès. Fait que moi, je l'ai trouvé bien cool. J'aimais ça parler avec lui. Ben ouais, on verra. Tu vas être intéressant pour un prochain show. Ben ouais, on va checker ça. Chose de même. Chose de même, les boys. Fait qu'en attendant, les boys, ben là, sans plus tarder, on y va direct dedans. Là. En parlant du bain, on va dedans. On va dans le bain. Parfait. Fait qu'on va commencer avec le segment Dans la vraie vie! Le segment où j'ai fait donner à Marco ce que la culture populaire dans l'événement qu'on court aujourd'hui, qui est bien sûr WrestleMania X8, qui est en plein mois de mars en 2002, quasiment direct dans le milieu, le 17 mars. Donc, est-ce que tu peux me nommer la chanson numéro 1 en Amérique du Nord? Hot in Here de Nelly. Un autre guess. Mais c'est dans la même lignée, je te dirais. It Was Me de Shaggy. Non, malheureusement, c'est Ain't It Funny de Jennifer Lopez et de Ja Rule. Ah oui, une chance qu'elle était là, pas Ja Rule, il n'aurait pas eu de carrière.
c'est pas vrai. Cause I'm real, the way you talk, the way you walk, man. C'est pas celle-là, mais oui. Ouais. Ouais. Chanson numéro 1 au Québec. 2002. Je dirais 14, 12, 13. C'est un groupe, non? Ouais. Je vais y aller avec La Chicane. Mhm. Puis je vais dire. Quoi que je chantais La Chicane un peu? Il y en avait deux chansons qui étaient vraiment. Ouais, deux vraiment populaires. C'est pas la première, c'est la deuxième, je le sais. Il y en a peut-être d'autres chansons populaires. Là, on va dire, on voit que je pas cette tune-là, mais deux vraiment bonnes, à mon avis. Là. Je m'en souviendrai pas du titre, là, mais. Attends un peu. Je vais dire Calvaire. T'étais vraiment proche. Tu me manques. Ouais. Tu manques. Ouais. On a plein de choses à se dire. On a pris le beau temps. C'est pas pire quand tu fais ça, je pourrais mettre l'extrait audio après. Ouais. Mais je le mets pareil parce que c'est tellement pas bon quand tu chantes. Ben, je le laisse pareil, je le coupe pas, je mets les deux. Ah, mais t'as plus le droit à cette heure. Juste sur Spotify, mon chum. Bref, c'est Gérard. Film numéro 1 au box-office. C'est un film d'animation. Je vais dire Nemo. Il y a une autre réponse, vas-y. C'est pas Nemo, mais... Pas film de jouet, certain. Film de jouet. Histoire de jouet, tu veux dire. Histoire de jouet, ouais, excuse. Non, c'est pas ça. Ok, c'est quoi? Air de glace. Mais oui, c'est ça. Ouais, Ice Age, ouais. Ça aurait pu être bien. Ouais, parce qu'on était secondaire dans ce temps-là. Fait que je me souviens qu'en secondaire 2, en français, on avait écouté ça. Je sais pas pourquoi. Là. Genre un vendredi, mettons, là. Ouais, je me souviens que j'étais avec Mathieu. On avait écouté ça en français au secondaire. Bref. C'est ça. C'est le fun à l'école. Il y a tout le temps le petit, l'affaire à roulette, là, avec la TV dessus, là. Puis là, tu savais que t'étais pour un film, t'étais content. Je m'en dis, c'est plus en 6e, mais non, il l'avait au secondaire aussi. Ah ouais, dans notre temps, en tout cas. C'est ça. Oh, dans le monde du sport, Joe Sakic joue sa 1000e partie en carrière contre les Kings le 9 mars. Victoire de 4-3. Et il a fait un but et une passe. Et pour terminer, sur le WF Magazine du mois de mars en 2002, on trouve The Undertaker qui veut tout ce que il veut, ce que vous l'aimez ou pas, il veut du respect. C'est ça qu'il veut. Fait que c'est ça, l'édition de WF Magazine en temps. Ça, c'est dans le même temps qu'avec Jeff Hardy, là, quand Jeff Hardy l'avait poussé à ses limites, hein? Non? Ouais, ben tu pousses un petit peu après ça, là. Ok, c'est dans le même brand. Ouais. Okay. Dans la même année, mais un petit peu avant. Ok. Puis peut-être j'ai trouvé, en faisant mes recherches sur Internet cette semaine, j'ai trouvé des photos de l'événement, of course. Puis une photo que je trouvais cool que je voulais mettre, fait que la voici. C'est une vue d'ensemble du WrestleMania X8 du Skydome avec la foule qui est là. C'est fucking beau pour vrai, là. J'ai, pas exactement pareil parce que ça c'est pris d'un drone, là. Mais quand on était allé à WrestleMania 25, on avait été en haut, j'avais pris une photo de tout l'ensemble. 35. 35, ouais, c'est ça. Je l'ai encore, puis je la trouve fucking belle cette photo-là. Bref. Ouais. Mais c'est beau. C'est dans le temps que les billets coûtaient pas 400$ chaque. Ouais. En tout cas, les cheap, là. Mm-hmm. Je serais curieux de savoir combien ça coûtait un siège première rangée pour WrestleMania X8. Je sais pas, mais il y a quelqu'un. Ben non, plus que ça, là. Première rangée, 1000. En 2002, ça fait la même longtemps, là. C'est au moins 5000 facile, là. Non? Je sais pas. Ben, je sais pas, je pourrais pas dire. J'ai vu passer quelqu'un tantôt sur les réseaux sociaux qui parlait des Raw Montréal, là. Ouais, ok. Des événements de WWE à Montréal, puis qui disait que pour un Raw, première rangée, ben payé 750$. Ouais, j'avoue. Ouais. Peut-être 1500, peut-être. 3 heures, 700$, mettons, j'ai du cash à dépenser vraiment beaucoup, je le ferais. Ah ouais. Si t'as de l'argent, puis c'est un trip à faire au moins dans ta vie, là, le premier rangée pour un show de lutte populaire de même, fait que c'est cool. Exact. Fait que voilà, c'est dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. WrestleMania X8 est le 18e PV de ce nom. Il a eu lieu le 17 mars 2002, comme j'ai dit tantôt, en direct du Skydome, qui est maintenant le Rogers Center de Toronto, Ontario, Canada.
Et le show avait 2 chansons thème, Superstar de Saliva et Tearaway de Drowning Pool. Les groupes populaires dans ce temps-là. Là. Oui, ben c'est encore des musiques qui sont. Encore des groupes qui sont encore bons aujourd'hui. Oui, et WrestleMania Excite a une cote d'achat de 840 000 maisons qui ont commandé les pay-per-view à la télévision à la carte. C'est quand même un très, très bon chiffre. Et comme d'habitude, il y avait un combat d'avant-gala à Sunday Night Heat. Il y avait un 6-man tag avec l'équipe de Rikishi, Scotty Tuati et Albert qui va le trio de Monsieur Perfect, Test et Landstorm. Après que Rikishi a fait un banzai drop pour piner Monsieur Perfect. Quand même weird comme combinaison. Là. Surtout le Perfect Landstorm Test. Ouais. C'est cool. J'aime ça, moi. Ouais, c'est nice. Puis le combat se trouve sur Internet, là, si vous voulez le voir. Là, c'est ça hit avant le show. Puis on n'a pas une couple de semaines, je pense, WWE Vault, ils ont vu une couple ils ont fait une compilation de Dark Match, si on veut, de WrestleMania, puis il est là-dedans, je pense. Allez, voir ça. Le pire, c'est que tu rajoutes genre Christian ou Edge, ça fait un esti bon Survivor Series team. Ben ouais. Vraiment, vraiment nice, pour vrai. Pendant nice, on commençait avec une performance musicale de Saliva avec Superstar, une Christine bonne tune. Sur l'écran, j'aime montre les vidéos de plusieurs feuds de ce soir, la carte. C'est hot parce que aussitôt que la tune finit, ben, il y a un bout à la fin, genre, où il crie. Puis là, toute la vidéo est en fast-forward, puis tu vois toutes les affaires de. Ça, c'est nice en Christ, pour vrai. J'ai bien aimé. Ensuite, après ça, on a une vidéo avec plusieurs moments historiques de Showcase des Immortels, les lutteurs qui disent bien sûr comment ça a été impliqué là-dedans, puis qu'ils vont faire tout ce qu'ils vont faire ce soir pour être dans le livre des records à leur tour aussi, dans les histoires. Et les commentaires de la soirée, sont Jim Ross et Jerry the King Lawler, qui bien sûr nous souhaite la bienvenue, avec des shots de la foule ici à Toronto et aussi à WF New York. En passant, on va tout après, au match numéro 1. Rob Van Dam contre William Regal pour le championnat intercontinental. Et l'arbitre du match, Brian Hebner. Puis encore une fois, Regal, on a parlé la semaine passée dans le review de WrestleMania X7, mais 2 fois l'opener back-to-back 2 années de suite. Fait que c'est cool, ça prouve une marque de respect, je trouve, en disant il est bon pour commencer le show. En même temps, il était contre Jericho et RVD, fait que ça aide pas les cas des deux gars, c'est sûr, mais quand même cool qu'il a donné l'honneur à Regal pareil de commencer le show 2 années de suite. Les 2 matchs, c'était pour l'Intercontinental en plus. Oui, en effet, oui. Fait que, il était-tu champion l'année passée, puis là, il était contender, ou il me semble que c'est ça, hein? Ben non, il était champion cette année. L'année passée, il était contender. Le contraire, bon, OK. Ouais. Parfait. RVD a une attaque rapide dès le début. Après ça, Regal est allé pour ses brass knocks, mais RVD a kické all des mains de William. Et coupé arrière de RVD, suivi d'un frog splash, mais qui est manqué. Et Regal contrôle le match à partir de ce moment-là. Et Van Damme a eu quelques near falls rapides. Puis Regal a pu le ralentir avec une suplex. Un neckbreaker de Regal donne un compte de 2. RVD essaye de revenir dans le match en tentant un Rolling Thunder, mais Regal a bloqué. Après ça, Regal va d'une souplesse papillon bien exécutée. Très bien fait. Après ça, Regal fait des bobayes royales à la foule. Après ça, Après ça, Van Damme est revenu avec un saut chassé puis un monkey flip. Puis Regal est revenu avec un demi-Nelson suplex. Il a droppé RVD sur le coup avec tout un bump. Puis après ça, il est sorti du move sorti du ring après le move parce que c'est pas un petit bump qu'il a pris. Là, il est vraiment tombé vraiment sur le coup en portefeuille. Là. Mais tu sais, là, tu parles de gros bumps, là, mais moi, ce que j'aime de Regal là-dedans, c'est que tu sais, RBD est tellement rapide, puis il surprend. Tu sais, quand Maton qui faisait son pin avec les 2 jambes, puis il prenait les cheveux, il faisait le pin. Puis même le monkey flip, quand il tombe, Regal, il a tout le temps l'air, genre, il est tout pogné, genre, puis il est tout croche, mais ça fait pareil. Là. Il est parfait, Regal. Il est écœurant, pour vrai. Ouais. Et parlant de Regal, il a fait revenir dans l'arène, et l'arbitre a empêché d'utiliser les brass knocks encore. RVD a payé avec un coup de pied au visage après. Et Van Damme est allé pour le 5-star Frog Splash qui a connecté pour la victoire en 6 minutes 19 avec une grande réaction de la foule. Ouais, tout un opener. Puis ça paraissait. Je trouve ça quand même cool. J'ai l'impression que le match avait duré juste un petit peu plus longtemps, mais tout a bien rentré. Là. Je pense qu'ils ont pris le meilleur de 6 minutes puis ont fait un match très complet et solide. C'est compact. Ouais. Les grosses pattes étaient là, puis ça n'a pas dragué à aucun moment du match. Fait que bien fait. Non. Yes. Puis c'est un opener solide malgré le fait qu'ils n'ont pas eu grand temps de combat. Fait que pour vrai, il a fait une bonne job. Je dirais à ce match-là 3 sur 5. Je dirais 3,5 sur 5. OK. T'es rendu plus généreux que moi dans les notes.
Ben, quand c'est deux lutteurs que j'aime et que tout se fait super bien, on dirait que ça. Ben, pour vrai, ce show-là, je vais être plus généreux que toi. C'est sûr et certain. Ah, ça, c'est sûr, je te garantis ça tout de suite. Puis j'ai pas eu chaud non plus. Là. Juste que je sais pas, c'est plus ce que c'était. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au show cette année. Ben, c'est dur à dire vu qu'on l'a pas vu le show encore. Là. Non, mais. Tu parles comment la carte est faite, tu parles? La carte, tu sais, t'as comme des matchs un peu. Tu sais, mettons, les 4 premiers matchs, là, on va en parler. Tu sais, Regal RVD, DDP Christian, Angle, Kane. Tu sais, c'est un genre. Les genres de singles qu'on voit cette année un peu. Ok. Bon. Puis tu te compares-tu genre Cena puis Cody Rhodes à genre Hogan puis The Rock, mettons? Ou... Ouais, ça peut être dans le même. Ça fait. Hogan The Rock, c'est un plus gros marquee, évidemment, là, parce que Rock et Hogan sont plus gros. Cody Rhodes n'est pas rendu là, puis il sera jamais là, selon moi. Là, il sera jamais aussi fort que ces deux-là, là, mais c'est ça. Ok. Bon. C'est pas ça. RVD va commencer une rivalité avec Eddie Guerrero, qui est de retour après ça, pas longtemps après ça, parce qu'il avait pris un petit break parce qu'il y a des problèmes avec sa réhabilitation, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'alcool à l'époque. Oui. Puis ils vont finir pour le titre intercontinental qui vont s'échanger à une coupe de reprises. Et la file va se terminer dans un combat d'échelle que RVD va remporter à Raw. Regal va remporter le championnat européen la semaine suivante. Il va rester champion jusqu'au 8 avril à Raw, en perdant en main de Spike Dudley. Puis il va la regagner pour longtemps après ça, pour la perdre définitivement contre Jeff Hardy le 8 juillet à Monday Night Raw. On dira ce qu'on veut, mais dans ce temps-là, les mid-card titles, je trouve qu'ils valaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Je trouve que l'européen et l'intercontinental avaient beaucoup plus de valeur que ce qu'on peut voir aujourd'hui avec. Je sais pas. Peut-être il y a peut-être la nostalgie qui rentre là-dedans, mais moi je trouve qu'ils faisaient le meilleur job pour booker leur mid-card dans ce temps-là. Je suis d'accord avec toi qu'elle valait plus dans le temps qu'aujourd'hui, là, mais que veux-tu? C'est rendu de même, malheureusement. Exact. Interview time, Eden Garcia et Christian. Christian dit qu'il s'est tourné contre DDP après avoir gagné à Raw lundi dernier parce qu'il n'avait plus besoin de lui. Puis il dit aussi qu'il a déménagé en Floride pour partir de Toronto vu qu'il est une trop grande star pour rester là-bas. Puis il dit que pour DDP, c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Il fait bien sûr le sourire de DDP pour se moquer de lui. That's a good thing. Ouais. Après ça, la merveilleuse tune d'entrée de Christian joue et on est prêt pour le match numéro 2. Christian contre Diamond Dallas Page. La crasse. Pour le championnat européen de la WWF. Et l'arbitre du match, notre chum, Jimmy Corderas. Let's go, Jimmy! Allez, Jimmy! Allez! Voyons, c'est correct. Prends le dos, ça va faire du bien. OK. DDP a fait son retour à Toronto pour WrestleMania 18, après celui de WrestleMania 6, où c'est lui qui conduisait la Cadillac Rose avec Honky Tonk Man et sa gang dedans. Ah ouais, pour vrai? Cool. Ben oui. Tu sais, à WrestleMania 6, là, à Toronto, quand il y a Honky Tonk Man, puis Grey Valentine, puis Jimmy Hart sont dans une Cadillac Rose, puis il y a un conducteur, puis c'est DDP dedans. Ah, ça, je savais pas. Tu vas voir. Ça va faire. Ah, shit, c'est fucking en crise pour vrai. OK. Ouais. Fait que un beau boucler la boucle là-dessus. DDP avait pris Christian sous son aile pour l'aider avec sa série de défaites. Et aussitôt que Christian a gagné un match, il s'est tourné contre lui. Classique. Et puis il l'a dompé avec un pas beau, évidemment. Christian a sauté sur son opposant avant la cloche, mais Page est revenu avec un casse d'eau et une corde à linge par-dessus la 3 jusqu'au sol. Après ça, Christian a bloqué une attaque dans le coin en laissant tomber le visage de DDP sur le coussin du coin. Pardon. Christian l'a mis à terre en bas du ring et de retour dedans, il a appliqué un étirement abdominal. Ça n'a pas marché. Il est allé au top, mais Page a slamé de là. Après ça, il a continué avec une belle bombe puissante. Christian voulait contre-attaquer avec son Unprettier, mais Page est allé pour le Diamond Cutter. Les deux reprises ont été bloquées. Il était inversé le Christian pour un compte de 2. Et après ça, Christian était très proche de la crise de colère, mais était capable de se contrôler. Mais tout après ça, Page a renversé une attaque et a profité pour lui porter le coupe diamant pour le 1, le 2 et le 3. Diamond Dallas Page est toujours champion européen de la WWF. C'est pas la décision. Page prend le micro et dit qu'il est très impressionné malgré le fait que Christian a perdu devant presque 60 000 personnes qui regardent ici à l'Arena, plus des millions de personnes à la télévision qui ont gardé son sang-froid, puis il n'a pas paniqué, puis il n'a pas chialé. Bien, c'est une bonne chose. Puis aussitôt qu'il dit ça, Christian, il regarde autour de lui, il y a bien du bon ici, puis à la TV, puis il fait sa crise comme d'habitude. Voilà. Puis évidemment,
Puis il finit avec son jambe. It's not a bad thing. It's a good thing. Puis il commence à capoter. Ouais, voilà. Mais Christian, peu importe ce qu'on lui donnait peu importe ce qu'on lui a toujours donné dans le créatif de n'importe quelle compagnie, il fait toujours avec pas grand-chose puis il le transforme en or. Là, pour vrai, ce gars-là, c'est un diamant, là, carrément. Là. Tu peux le mettre dans n'importe quelle situation, autant main eventer que comique, bas de carte, peu importe, il va toujours sortir un lapin de son chapeau. Là. Il est vraiment intense. Puis ça me fait de la peine de voir Diamond Dallas Page à WWE parce que je trouvais que tu sais, toute son aura qu'il avait à WCW, il l'a jamais eu à WWE. Genre, je sais pas, il n'y a rien qui marchait là-bas, puis je trouve ça dommage. Je pense pas tout le monde qui l'aimait backstage non plus à WWF dans le temps. Là. Ouais, parce que l'affaire que j'ai toujours entendu sur DDP, c'est qu'il était beaucoup dans ses matchs. Il préparait tant ses matchs, il marquait sur une feuille de papier ses affaires, puis il avait le temps de voir le monde pour faire des spots genre, avec eux autres. Je pense pas tout le monde qui aimait ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu de la hit là-bas. Ouais, mais c'est pas la façon de worker WWE non plus. Hein. Non. Tu sais, mettons, tu luttes contre Undertaker, puis tu arrives avec un cahier avec genre 10 pages de moves, puis de match, puis de counter. Je pense qu'il va s'en coller de toi, là. Apparemment, Mike Bailey aussi, il est très. Il veut tout pratiquer son match à la virgule près, là. Ouais, mais je peux comprendre le monde comme Mike Bailey parce qu'ils font beaucoup de spots, ils font beaucoup de moves. DDP, il fait des spots, mais c'est pas des affaires que tu vas prendre 3 heures pour parler avec lui, là, me semble. T'sais. Ouais, mais en même temps, peut-être des fois, ça te rend plus confortable. Tu sais, moi, ça dépend aussi ça dépend contre qui tu work, mais tu sais, mettons là, la faible expérience que j'ai eue en tant que lutteur, j'aimais bien pratiquer mon match quasiment au complet parce que, je sais pas, oui, tu peux le faire improviser, mais ça sécurise. Ouais, moi, ça me sécurisait aussi. Fait que je peux comprendre, mais en même temps, c'est une grosse business. Fait que c'est pas comme si il était 8 comme nous autres. C'est pas pareil. Ouais. Mais c'est ça. C'est parce que l'affaire, c'est quand tu fais ton match puis tu prépares de A à Z, mais s'il y a quelque chose qui fuck en plein milieu ou whatever, t'es comme pogné avec ton script puis t'es comme genre dans la merde un peu, mais en même temps, si t'as un match contre l'autre personne peut t'aider aussi puis vice-versa. Fait que ça peut aider là-dessus aussi. Mais bref, je trouve ça quand même dommage parce que c'est un. En même temps, souvent les gars de la WCW qui arrivaient à WWE, ils n'étaient pas traités comme des stars de la compagnie parce que c'était des outsiders. Là, fait que... Ça, puis aussi le fait qu'il arrivait pour prendre le spot en parenthèse de quelqu'un. Fait que, s'il arrive pour te prendre ton spot, tu vas être moins enclin à l'aider que s'il arrivait et qu'il n'était pas de menace. Ouais, 100%. Et sinon, un bon match sans plus. Là, je vais donner à ce match-là 2.5. Ah ouais? Ben, c'était bon, mais c'était pas. T'as pas aimé le match? Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu de bon match de lutte. Non, j'ai aimé le match, mais il a duré quasiment en même temps que l'autre. C'est pas comme s'il a fait 15 000 moves non plus. Là. Moi, j'ai trouvé que c'était bon, mais 2.5, c'est pas de mauvaise note. Là. Non, ok. Mais j'ai donné 3 et 1 quart, moi. T'as le droit, c'est pas parce que moi je dis de même. J'avais apprécié. J'ai trouvé ça trop court pour avoir une meilleure opinion du match. Ouais, mais en même temps, était bon, là. Il n'y a pas Chris avant le match Taker Flair, il y a pas un match, il y a un match de 10 minutes, tout le reste c'est tout en bas de 10 minutes. C'est comme des appetizers un peu, mais. En tout cas, un peu comme dans le temps, il y avait comme 15 matchs, mais ils duraient tous 2-3 minutes chaque. Là. Ah, j'ai perdu ton bout, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit un peu comme dans le temps. Il y avait comme 15 matchs, puis il y avait 2-3 minutes chaque. T'aimes-tu ça, toi? T'aimes-tu une carte de même ou une carte plus courte à 7 matchs, mettons, de 20 minutes? Ça varie de. Avec 10 matchs de 30 minutes, là, ça finit plus. Mais ça varie du skill des matchs aussi. C'est sûr que si tu mets des matchs de 2 minutes, mais qui ont de l'allure un peu, ça va me faire moins chier que genre, mettons, un match de 2 minutes que genre un Baroque de genre 30 secondes, 35 secondes là-dedans. Là. Mais je sais pas, ça me dérange pas. Tant que c'est bon, ça me dérange pas. Moi, la carte idéale pour moi, c'est 8 matchs avec un match qui est court. Ouais, ça pourrait. C'est mon. C'est ça, c'est mon quota. OK. Intéressant. Page a perdu le titre européen la semaine suivante, comme j'ai parlé tantôt avec William Regal. Ben, c'est lui qui l'a battu. Il a battu DDP. Puis il va subir une blessure sérieuse au cou dans un combat contre Hardcore Ali. Et avec l'opinion des docteurs, il va annoncer en juin qu'il prend sa retraite de la lutte. Évidemment, retraite qui a
pas tout à fait suivi. T'sais, il a fait une couple de spot show, une couple de spot match, là. Mais en général, comme grosse run, c'est sa dernière. Ouais. Et Christian va joindre une force après ça avec la prochaine semaine avec Lance Storm pour éventuellement aussi être avec Test pour former le groupe les Un-Americans. Oh yes. Interview time avec Jonathan Coachman et The Rock. Rocky a dit que c'était un match qui déterminerait qui était le plus grand de tous les temps. Et Rock a fait dire à coach ses prières. Puis coach avait commencé avec un What Up G. Le Rock l'a arrêté, l'a traité de sick freak, puis il a aussi l'a poussé avec son pied. Là. Ouais, ça, c'est une entrevue classique de la lutte. T'as tout le temps des bonnes promos avec The Coach de Rock. Ben, avec tout le monde, en fait, là, mais. C'était comme. The Coach et Michael Cole, c'était comme ces deux bullies, là. C'est avec ces deux-là qui sont le plus bulliés. Là. Je sais que Michael. The Coach, il chiale pas mal dans ses podcasts, puis contre la WWE, puis il a un goût amer, là, mais en même temps. Je sais pas, man. C'est une business qui est comme ça. Là. Je pense que faut que tu sois prêt à endurer tout ce genre de politique-là puis d'ego, parce que sinon, tu crèves. Là. Je pense que c'est vraiment ça. Là. Ouais, mais c'est parce en même temps, lui, il a fait beaucoup à part de WWE puis la lutte, il a fait beaucoup d'affaires genre vraiment sportifs. Fait que si tu compares les deux, ça doit pas être pareil. C'est certainement pas pareil, les deux. Là. Mais chaque sport a son petit côté sombre, là, selon moi. Ouais. Ah ouais, en effet. Puis après ça, il va continuer en disant Hulk Hogan, what you gonna do when the Rock runs wild on you? Puis après ça, il a dit si tu sens que le Rock cuisine en déchirant son chandail comme Hulk Hogan. Une classique promo de The Rock, comme d'habitude. Ouais. Match numéro 3. Maven contre Goldust pour le championnat Hardcore avec l'arbitre du match, Mike Sparks. Et Maven a gagné la ceinture Hardcore contre l'Undertaker à SmackDown le 7 février grâce à The Rock. Et Goldust a fait son retour au Rumble au mois de janvier. Puis aussi, il y a un match contre RVD à No Way Out. Un match fucking random, là, quand tu y penses. Là. RVD contre Goldust. Là. Ouais, mais Goldust, il est bon dans le ring. Hein. Fait que, oui, c'est un personnage qui peut paraître stupide, mais quand tu regardes les matchs de Goldust, ils sont pas mauvais. Non, c'est pas mon point. C'est juste que c'est random. Je trouve RVD contre Maven. Ça fait genre... Puis j'ai les noms d'un chapeau. Là, en tout cas. Mais dans le temps, je trouve que ça faisait du sens. Aujourd'hui, quand tu regardes ça avec du recul, tu fais comme, mais voyons, c'est bien bizarre, c'est une carte. Mais dans le temps, ça faisait du sens, je trouvais. En même temps, Goldust fait son retour. RVD, c'est quand même un upper mid-card pour les babyface. Fait que ça a du sens qu'il est contre lui, même si je trouve que même si c'est random, ça a quand même de l'allure pareil. Goldust a immédiatement attaqué Maven, le champ dans le mur de sécurité. Puis en moment de sablier du ring avec une descente du coude sur le cou, ou le chest de Maven. Sur le ring. Maven va de chose chasser dans une poubelle que Goldust tenait. Et pas son meilleur dropkick, mais il est connecté quand même. C'est l'important. Ouais. Suplex avant par Goldust, qui est allé sous le ring pour donner une pelle dorée à sortir avec sa poubelle dorée. Je savais pas que je vais laisser ses joueurs en bas du ring pour tout le monde. C'est gentil de sa part. J'ai pas compris que je te dis, tu as parlé trop vite, désolé. Ouais. Je savais pas que je vais laisser ses objets en dessous du ring pour que le monde l'utilise à sa guise. C'est le fun. Il l'a projeté dans la poubelle, présente les deux, entre la 2 et la 3 pour un compte de 2. Et les deux se frappent avec un couvercle de poubelle et en même temps. Et tout d'un coup, après que les deux soient un knockout, Spike Dudley a couru avec un arbitre dans le ring. Il a couvert Maven pour la victoire. Et après la décision, Spike célèbre, mais Crash Holly arrive et chasse Dudley dans la foule. Fait que un match hardcore, puis c'est pas mal ça. Là. C'était... Il n'y avait rien de négatif, mais il n'y avait rien de positif. Au moins, c'était pas long. C'était probablement, je pense que c'était le match le plus court de la soirée. 3 minutes 17. OK, ouais. Les matchs sont vraiment courts, pour vrai. C'est correct, là. En même temps, quand c'est trop long, quand c'est trop étiré, des fois... Même le main event, il est quand même décent comme temps. Ouais. On dirait quasiment que c'est comme une heure d'avant-show, comme genre le Heat avant, mettons, on dirait. Ouais, c'est vrai que c'est... c'est ça que je te dis, ça fait comme cette année, dans le sens que c'est tous des matchs que tu pourrais voir à Raw. Ouais, ça c'est sûr. T'as donné combien? Donné 2. Moi avec. Fait que, bon, je trouve ça fair. Ouais. Hey, ça a pris 3 matchs, je suis content. Yeah, yes sir! On va tout crêper ça au prochain. Le groupe Drowning Pool a joué sa chanson Tear Away, alors que les écrans vidéo au-dessus racontaient l'histoire entre, évidemment, Triple H et Jericho et bien sûr Stephanie.
C'est la chanson qui va jouer après la Hariba en audio pour ceux qui peuvent l'écouter en audio. Puis qu'il y a des chansons. A.K.A. Apple Podcast et Balado Québec. Désolé, Spotify. Ouais, pour l'instant. Dans les coulisses, Crash en dépris à Spike. Et après ça, House s'est des écrasés avec un chariot de golf. Mais ils se sont tassés. Puis Spike a jeté Crash dans une porte de garage. Et tout d'un coup, The Hurricane s'est présenté volant sur une corde comme les super-héros. Puis il a coupé à Spike, puis il l'a couvert pour le compte de 3. Et l'ouragan Shane Helms est le nouveau champion hardcore. Puis il s'en va après ça pour pas se faire pogner. Ça, j'aimais ça pendant un show complet que tu avais des petites affaires hardcore. Je trouve que tant qu'à faire des temps morts, mettre des pubs, ça se rentre bien dans un segment backstage. Là. C'était comme genre des petites histoires à travers le show. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis ça met tout le monde sur le show. Ça donne du TV time. Puis ça fait, mettons, ceux qui ont un peu moins de temps, ben justement, le monde se souvient d'eux autres. Puis ben, tant mieux. C'est juste cool. Ouais. Bref, match numéro 4 après ça. Kane contre Kurt Angle. Et l'arbitre du match est Chad Patton. Micro de Kurt Angle pour commencer. Il dit qu'il a gagné sa médaille d'or de la même façon que les patineurs artistiques du Canada ont gagné la leur. Il se tirait une balle dans la tête. Et contrairement à eux, il a dit qu'il a remporté son or sans chialer jusqu'à temps que quelqu'un lui donne. Il a gagné de la seule façon qu'il savait, et c'est de gagner en la méritant. Il s'arrête à Kane quand les pyros de la grosse machine rouge partent. Fait que là, c'est le temps de parler un petit story time avant de parler du match. Mais c'est ça que ce que Kurt Angle parlait dans sa promo, là, que il a fait le passage cycle, la médaille d'or, le scandale ou whatever. Là. C'est qu'il y avait un scandale majeur qui a été pendant le concours de passage artistique en couple aux Jeux Olympiques qui était à Sochi, je pense, c'était en 2002, non? Ouais. C'est ça? Non, Salt Lake City. Ça dit Salt Lake City? C'est-tu dans mon texte? Ça dit pas dans mon texte. Non, Salt Lake City, c'était en 98, je pense. Je suis pas mal sûr que c'est Sochi. Allez voir. En tout cas, pendant que tu dis ça, je vais check ça, je vais me parler de l'histoire. La paire canadienne, Jimmy Salé et David Pelletier, ont perdu au profit de la paire, la paire russe, Elena Bereznaya et Anton Chikaru Idlez. Bien que les Canadiens sont considérés comme les favoris pour gagner après le programme de patinage de bruit, tu as l'information? Oui, c'est Salt Lake City. OK, parfait. La juge française Marie-Reine Lagougne, beau nom, a allégué que le chef de la Fédération française des sports de glace, Didier Guélaguet, l'avait poussé à juger la compétition en faveur de la Russie, quelle que soit sa performance. Pour mieux des critiques de l'incident par les médias canadiens et américains, des soupçons sur lesquels faisait partie d'un système d'échange de vote avec la Russie au profit de l'équipe française de danse sur glace. Une autre salle de patinage a voté pour suspendre Lagougne, ou Le Gougne, pardon, pour ne pas avoir immédiatement informé les responsables des actions de Guélaguet. Après ça, ils ont recommandé au CIO que la médaille d'or soit décernée conjointement aux deux paires. Fait qu'ils n'ont pas pénalisé l'autre équipe pour avoir triché, si on veut. Fait que les deux, il y a deux médailles d'or pour le Canada et la Russie. Puis c'est ça. Fait que voilà, de retour au programme en cours. Je me souviens de ce truc-là parce que dans ce temps-là, j'écoutais vraiment. C'était big, puis j'écoutais les Olympiques vraiment assidus. Là, fait que... Avec, comment il s'appelait, Goldberg? Qui? L'analyste, le Goldberg, Charles Goldberg, c'est comment il s'appelait? Ben, c'est pas Charles Gaudreau, non? Ben, il y avait deux gars, il y avait lui, puis il y en avait un autre, quelque chose Goldberg. Je sais pas. En tout cas. Ça se peut. Ouais, bref. Piqué. Ben, ça, c'est la 2002, c'est le Canada qui a gagné l'or, je pense, cette année-là. Tu parles là-dedans? Oui, il me semble. Ben, je l'ai dit, oui, ils ont donné les médailles d'or aux deux. Je parle au hockey. Excuse-moi, c'était pas clair ce que j'ai dit. Ah, t'as pas dit hockey, c'est pour ça que j'ai pas. Oui, c'est là qu'il avait gagné avec. C'était-tu Crosby qui avait marqué le but? Le Golden Goal? C'était en 2004 qu'il a marqué le but, Crosby, non? Ben, c'est aux 4 ans, les Jeux d'hiver, fait que ça a été en 2006. Je peux aller boire, là. Ouais, mais. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est avec Crosby qui fait le gros goal puis il s'élève de même, là, comme ça. Là. Ah! Puis tout le monde saute dessus. Ah, mais Crosby, il était repêché en quelle année? Il n'a pas été repêché en 2002? 2001? Quelle année d'abord que je pense dans ma tête? Toi, c'est 2006. Ou non, plus tard que ça, même. 2010. C'est 2010, c'est pas Vancouver? Ça se peut, parce qu'à Salt Lake City,
c'était genre le gros scandale, pas un scandale, mais il avait parlé parce qu'il avait pas mis Gretzky dans les tirs de barrage, je pense qu'il avait perdu un enfant de même. C'était ça, en 2002? Il avait perdu, là, me semble. Ouais, impossible. Mais toi, celui que tu cherches, c'est en 2010. OK, parce qu'il avait le mieux que Gretzky en 2002, je pense aussi. Ouais, tabarnak, hein, c'est... Ouf! Ah, hey, en plus, j'ai quelque chose de cool. J'en parlerai après le podcast avec le hockey. OK. Ouais. OK. Ouais. Mais en tout cas, continue parce que là, je suis tombé dans les stats. Là. Parfait, good. Engel a attaqué Kane avant la cloche, avant le début du match, mais l'arbitre a sonné la cloche après. Suplex germaine par Engel qui a ensuite travaillé la tête de Kane. Et Kane a riposté avec des mouvements de puissance y compris un beau choke bomb. Après, Engel a frappé une impressionnante suplex ventre à ventre suivi de quelques lines. Suplex arrière par Kurt. Et le meilleur d'or a chargé Kane, mais il l'a renversé avec un écrasement de trottoir. Engel a contrecarré une tentative de suplex de Kane en 3 suplex germaines d'affilée. Il est allé à la troisième corde, pardon, il frappait une corde à linge, une prise fétiche de Kane, son adversaire. Et il était de nouveau, mais cette fois-ci, Kane a riposté avec un coup de poing dans le ventre. Ils se sont levés, puis Kane a fait un gros back body drop. Power slam de Kane pour le compte de 2. Suivi de choke slam par Kane. Engel était très, très près de la corde, il a mis sa main dessus pour empêcher le compte de 3. Engel a mis sa main au visage de Kane, essayant de lui enlever son masque. Et ça a amené un Engel slam sur le Big Red Machine. 1, 2, mais Kane dégage. Engel se fait pas, décourage pas. Il fait le ankle lock. Kane est éventuellement arrivé au cordes pour faire le bruit. Puis il a frappé un Ziguri sur Kurt qui était très impressionnant. Quand même, voir le Kane faire un Ziguri, c'était nice. Kane était là au top. Mais Engel a couru vers Kane en haut pour lui faire une suplex belly to belly. Un spot qui était écœurant. Puis après ça, l'angle slam n'a pas fonctionné. Un choke slam n'a pas fonctionné non plus. Puis Engel enchaînait tout avec, en roulant en pin. Ça finit par aller vers les cordes. Puis il a mis ses pieds dessus pour le 1, le 2 et le 3. Puis ça, c'est le pin, là, comment c'est rendu aux cordes. Là, ça a été édité pour la version qu'on a regardée ou que tu as regardé toi aussi. Parce que sur le live version, c'était encore plus laborieux que ça, puis c'était plus long. Là. Parce qu'il était vraiment loin de la corde, il fallait qu'il se rende, puis il n'était pas capable. Ouais, je me souviens de ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'un bon combat, surtout les 3-4 dernières minutes. Dans ce match-là, 2 et 3 quarts. Oh, ouais, tabarouette, OK. Moi, j'ai trouvé que c'était un match solide pour un match de Kane. Ah ouais? 2.2, 2-3 quarts, je trouve ça solide. Là. OK. Je dis ça comme je t'avais donné vraiment en plus. Là. J'ai donné 3 et quart. J'ai donné 3. Fait que... Shut up. Un quart d'étoile de plus. Bravo. Ouais. Ben, c'est pas grave. T'as trouvé de quoi d'intéressant pendant de checker sur les stats? Ah, ben, ouais, comme je t'avais dit, c'est en 2010 à Vancouver, le Golden Goal. OK, puis le 2002, tu m'as là-dessus? J'ai pas checké, par exemple, là, mais... Ah, OK. Ben, c'est pas grave, là, au pire, là. Ah non, mais c'est correct. Ouais. Engel va partir en guerre avec Edge, tandis que Kane, lui, va dans une rivalité avec Bradshaw contre la nouvelle version de la NWO avec Scott Hall, Kevin Nash et le retour d'X-Pac. Quelque part dans le dôme. Hurricane essaie de se cacher parce que quand il entend des femmes parler, il va se cacher derrière un paravent. Avant de faire ça, il y a un balai, fait qu'il pogne dans ses mains et s'en va en arrière du paravent. C'est là que les hosts du Godfather arrivent, puis ils commencent à comparer leur poitrine, puis leurs attributs, on va dire ça de même. Pendant qu'il fait ça, ben, il y a Hurricane en arrière du paravent, puis il y a comme le balai, puis il a le balai dans les airs. Fait que les filles, ils pensent que c'est genre sa graine. Bien comique. Mais je dis ça, mais c'est drôle pour vrai. Là. Mais puis évidemment, ils se mettent à crier, puis là, le Godfather arrive. Puis là, le Godfather, il va en arrière du paravent, il va Hurricane, puis ils font genre un tug of war avec le balai, fait que derrière le paravent, ça a l'air comme s'ils ils tiraient. En tout cas, vous comprenez. Puis c'est pas ça. Oui. Comme ça, Hurricane est parti. Puis tu sais, c'est con là, comme segment, mais c'était drôle. Parce que Hurricane, c'est ça qui arrivait. Souvent, les segments cons, c'était drôle à cause que lui était vraiment bon avec ses expressions faciales, puis comment il agissait. Là. Pour finir sur le hockey, pour de bon, le Canada avait gagné la médaille contre les États-Unis en 2002 à Salt Lake City. OK, mais il y a une année de bord que ça allait 98, je me mélangeais d'abord parce qu'il y a une année que je me rappelle parce qu'il avait perdu parce que les tirs de barrage avaient mis Lindros à la place de Gretzky ou une affaire de même, là, puis il n'avait pas gagné. Ouais, mais dans ce team-là, Lindros était là, Eginla était là, Lemieux était là, fait que, en 2002. Là, fait que, ouais. Quand même une grosse équipe. Là. Pas piquer des verres comme équipe.
Vidéo récapitulatif sur la feud entre Ric Flair et l'Undertaker. Et Flair était copropriétaire à cette époque-là. S'était impliqué dans un match l'Undertaker parce qu'il essayait de tricher. Puis il était comme ça, il voulait un match avec lui à WrestleMania. Puis Flair avait dit non parce qu'il dit, je suis à ma retraite, je suis un copropriétaire, je lutte plus. Fait que Taker a battu le meilleur ami de Ric Flair, Arn Anderson, et son fils David Flair. Après ça, le conseil d'administration a fini par retirer Flair en tant que copropriétaire parce qu'il voulait avoir ce match-là contre Undertaker. Ce qui est de sorte que Vince était de nouveau avoir le contrôle de la compagnie totale. Puis c'est Vince qui avait décidé que le match était pour un match no DQ. Et dans un fun fact. Je m'en allais le dire, mais vas-y, tu peux. Je pense que ça va être non, vas-y, dis-le. Ben, c'est la backstory de ce combat-là, c'est ça? Ben oui, mais il y a un segment que je veux parler, qu'il y a quelqu'un qui était dedans, que c'était pas quelqu'un de connu, mais qui est devenu connu après. Ben moi, je vais te laisser aller après, mais j'allais juste dire que cette année-là, on en a déjà parlé, mais cette année-là, Vince avait dit Undertaker, j'ai rien pour toi à WrestleMania, puis je sais pas quoi faire avec toi. Fait que je te laisse le choix, tu peux affronter RVD ou tu peux affronter Ric Flair. Puis là, Taker avait dit, ben, j'ai rien contre RVD, mais tu sais, si j'ai une chance d'affronter Ric Flair à WrestleMania, c'est quand même un petit gros match. Ça reste fucking Ric Flair, là. Fait que, il avait choisi Ric Flair. Fait que ça aurait pu être RVD contre Taker, mais je pense que c'est un très bon choix de Taker d'avoir choisi Flair. Parce que on en reparlera après, mais c'est un bon choix. Ouais. C'est pour ça que j'allais dire que dans un fun fact, tu sais, dans le segment de recap de la feud, il y a un spot où Ric Flair il est dans la foule, puis il veut frapper Taker, puis Taker se tasse, puis il pogne un fan. Là. Ah oui, de ce spot-là. Oui. T'as remarqué c'était qui le fan? Non. C'était Paul London. Oh, shit, OK. Ouais, c'est fucké, hein? Wow. Ouais, fait que c'est ça le fun fact que j'avais à dire. Fait que voilà. Match numéro 5, The Undertaker contre Ric Flair, avec l'arbitre du match, Charles Robinson, évidemment, comme l'image dit sur YouTube, c'est un combat sans disqualification. Ouais. Ils se sont battus dès le début avec Flair qui était un peu plus agressif pour commencer. Taker a approché Flair dans le coin, mais Flair va faire son flip dans le coin comme du monde. Fait qu'il l'a lancé de l'autre côté puis il l'a refait. Taker le kick du tablier en voyant au sol. C'était avec un barrage de coups de poing, tandis qui fait que Ric Flair s'est mis à saigner abondamment du visage, comme il faisait très souvent. Il est revenu avec. Lynch Boy est revenu avec quelques grosses chops. Undertaker l'a détruit avec une corde à linge dans le coin. Pour ça, il l'a assis sur la troisième corde, il a livré des coups. Il a fait une superplex en plus du haut. Il avait couvert Flair, mais il a relevé le Nature Boy après le compte de 2, en voulant donner plus de dommages au Nature Boy. Tu bloques ton fil, c'est ça? Non, j'avais quelque chose de pogné dans l'orteil. Ok, c'est bon. Flip vite! Ouais. Flair essaie de faire son retour, mais ça n'a pas marché. Alors Taker était allé pour le old school. Mais Ric Flair, en vieux renard rusé, l'a slamé du top. Et Taker est revenu avec un écrasement de trottoir pour 2. Après qu'Undertaker a raté un coup de pied qui l'a fait tomber sur la troisième corde, American Badasses en premier. Sur la corde supérieure, Flair l'a chopé tellement fort qu'il est tombé au sol. Flair a tenu un tuyau de plomb qui était sur le côté de la moto d'Undertaker. Il a frappé évidemment le Deadman avec, qui s'est rendu autour de Taker à saigner du visage. Ça, je trouvais que c'était une bonne affaire avec le tuyau sur le bicycle. C'était parfait. Il était juste au bon endroit, puis c'était bien caché. Ça fait du sens aussi qu'ils mettent ça là. Fait que, non, c'est une bonne twist pour frapper Taker. Si je me souviens bien, je pense que c'est un spot qui avait fait une couple de fois, ça, Taker. Ouais, possible. Cacher un lead pipe dans sa moto puis le prendre pour frapper le gars avec. Là. Ouais, bien pensé. Flair attrapé un panneau qui était marqué Keep Off dessus. Puis il a frappé Taker sur la tête à quelques reprises pour retourner dans l'arène. Taker l'a fait attraper par la gorge et Flair a répliqué en lui donnant un coup de pied dans les Deadman pour qu'il lâche la grippe. Flair continue avec la prise en 4. Mais pendant qu'il est en prise en 4, Taker pogne par la gorge, puis il veut donner il donne un chokeslam. 1, 2, et non, Ric Flair dégage. Puis Taker est en crise contre Charles Robinson, fait qu'il l'a ramassé, puis il l'a rentré dans le coin. Ça, c'était malade. Autour de Taker, de prendre le tuyau de plomb. Flair a whippé dans les cordes. Tout d'un coup, Arn Anderson est arrivé dans le ring, fait un superbe spinebuster comme qu'il faisait souvent. Puis Flair couvre. 1, le 2, mais Taker dégage de justesse. Pardon. Après ça, Taker attaque Arn, qui lui aussi s'est mis à saigner.
Puis pour ça, il a fait son Dragon Sleeper, le prise qu'il faisait dans ce temps-là, Taker. Là. Ouais. Mais Flair a attaqué Taker dans le dos avec des coups de chaise. Et Taker revenait avec une botte au visage après ça. Et Taker est allé pour le last ride, mais Flair n'était pas capable de suivre. Fait que Taker a fait juste fuck off. Il a fait un coup de la pierre tombale à la place. 1, 2 et 3. Et l'Undertaker est maintenant 10-0 à WrestleMania. Puis après le match, juste pour le fun, Taker détruit Charles avec une grosse close line. C'était malade. Sale close line, il l'a bumpé comme un dieu. C'était malade. Ah, Charles Robinson, c'est un bon bumper pour un ref. Là. Ouais, mais Nate, là, il était cœur. Ouais, Lil Nate, t'étais cœur. Un peu moins hot que Nick Patrick, là, mais t'es pas loin. Pas loin. Hein. Fait que ce match-là, toi, tu me dis qu'il y avait. Avant ce match-là, il n'y avait pas grand bon match, mais ce match-là, t'as-tu aimé? Ouais, moi je trouve que c'est le match le plus sous-estimé de la streak de Taker à WrestleMania. C'est un match qu'on parle pas beaucoup. Mais puis... c'est drôle parce que je dirais même en faire du match de WrestleMania X7, mais bon. Tu parles celui avec Taker? Avec Triple H? Triple H, ouais. Ouais, mais tu sais. Ils sont comparables les deux, je trouve. Ouais. Mais je trouve que celui-là, il est plus divertissant. Flair dans un match qui mange une volée est plus divertissant que Triple H dans un match qui mange une volée. C'est plus le fun à regarder. Hey, non, arrête, commence pas. Hey, t'as pas le droit de dire rien sur Triple H, c'est son Hall of Fame ceremony à soir. Là. Sois tranquille. Ouais, au moment qu'on sort le podcast, il est passé, fait que j'ai pas à faire ça si je veux pas. Puis non, moi je trouve que c'est un match qu'on parle pas beaucoup dans Street et qui mérite d'être parlé. Je sais que toi t'aimes bien celui avec Vince McMahon que j'ai pas réécouté encore. C'est-tu Vince McMahon Taker que. Non, c'est pas ça que tu m'avais dit. C'est Sean contre McMahon. Sean contre Vince, ouais. Contre Vince, ouais. Puis, mais non, moi, c'est un des matchs que j'apprécie beaucoup de la streak de Taker de WrestleMania. Fait que, ouais, je trouve que. Puis, habituellement, ça me gosse là, les interventions des matchs tout le temps, là, mais Arn Anderson, je trouvais que ça avait sa place dans ce combat-là parce que, tu sais. Ça a du sens. Ça fait du sens. Flair, il n'est pas supposé d'être lutteur. Il vient de l'aider. Puis, Taker les bardasses les deux. Fait que, non, c'est on point. Très grosse note pour moi pour ce combat-là. Ta note? 3 et 3/4. Ah, c'est bon. J'ai marqué un bon brawl du début jusqu'à la fin, puis pas mauvais pantoute comme match, là, pour vrai, même si j'ai dit jamais un Triple H l'année passée à WrestleMania X7. Là, mais, quoi que, comme j'ai dit, ça ressemble pas mal les deux, je trouve, là, la façon dont le match est seté. Là. Mais non, j'ai dit à ce match-là 3,5 sur 5. OK, on est proche. Ouais, fait que c'est pas pire. Je trouve ça de l'allure. Puis à date, c'est facilement le match de la soirée à date, là, quoique c'est pas dur à battre. Là. Mais je dis ça, mais il y a des bons talents dans le match d'avant. Là. Ouais, puis RVD Regal n'a pas été long, mais en tant que match bien fait, c'est pas mal le meilleur, là, je trouve, à date. Là. C'est pas un genre de storyline non plus, RVD puis Regal que Taker puis Ric Flair. Là. On va moins se souvenir d'RVD contre Regal à WrestleMania que Flair Taker, évidemment. Je sais pas, hein. Taker va battre Stone Cold Steve Austin pour devenir aspirant numéro 1 pour le championnat Undisputed à Backlash pour gagner le titre à Judgment Day contre Hulk Hogan avec le fameux chokeslam dégueulasse. Ouais. Et Flair va faire un heel turn. Il va passer à rivalité avec Stone Cold Steve Austin. Ils ont-tu un match, Ben ouais, il y a une petite feud l'un contre l'autre. Là, parce que Ric Flair était avec l'NWO dans ce temps-là. Là, il travaillait pour. Il était co-GM. Ouais, il y avait un match à maner, je pense. C'était Big Show puis Ric Flair contre Austin 2 contre 1. Genre. Ah ouais. Mais on n'a pas eu un classique 1 contre 1 dans un pay-per-view, les deux comptes. Là. Non, vraiment pas. Parce qu'Austin est parti pas longtemps après, de toute façon. Ouais, genre 3-4 mois après, même pas. Ouais. Interview time avec Michael Cole et Booker T. Et Booker T porte des petites lunettes en signe d'intelligence. Évidemment, c'est connu. Ceux qui ont des lunettes sont intelligents. Oui, merci. Ah ouais, j'ai oublié que tu en avais en ce moment. Et voilà. Il dit qu'il était studieux et un premier de classe. Puis Cole rit de Booker T. Puis il lui dit que Cole est pareil comme Edge. Puis il pense tout savoir. Il dit qu'il est le meilleur. Puis il est pas meilleur. Puis c'est pas un plus bel homme que moi, Edge. Puis il dit qu'Edge va être le porte-parole d'un nouveau produit. Un livre qui s'intitule « Je viens de me faire botter les fesses à WrestleMania par le 5 fois champion de la WWE dans Can You Dig That, Sucker? » Calice. Il est écœurant.
Ouais. Et après une belle vue de la tour CN à l'extérieur du Skydome et du Hard Rock Café qui est dans le Skydome qui était vraiment cool. Là. Vraiment, pour vrai, c'était pas première rangée ce show-là, là, ce spot-là dans le Rock Café, puis voir l'aréna, c'est hot en Christ. Ouais. Match Belle numéro vue. 6. Oui, très belle vue. Match numéro 6, Booker T contre Edge. La bête du match, Teddy Long. Holla holla. Et le build-up du match, c'est le fameux contrat publicité pour le shampoing japonais. Puis le gagnant du combat sera le porte-parole. C'est pas tant les gros. Tu sais, on vient d'avoir un match Ric Flair contre Undertaker qui a une grosse storyline. Ce match-là, c'est genre pour savoir qui va être le porte-parole d'un shampoing japonais. Puis le pire, c'est que c'est deux estis de bons lutteurs là, qui sont en train de s'affronter Ben oui. en ce moment. Là, fait que... Ouais. Tu serais faire un match juste pour faire un match, ça aurait été bon. Ah oui. Là. Tu sais, genre, d'avoir un contendership pour l'intercontinental, une affaire de même. Là, bon. Edge a écouté un dropkick, un neckbreaker pour commencer le combat. Et Booker a un stun gun sur la trousse, puis un sidekick, pardon, puis une corde à linge qui a fait tomber Edge par-dessus la corde à l'extérieur du ring. De retour dans l'arène, Booker continue son assaut avec un show chassé de type missile du top rope. Et le 5 fois champion de la WCW est en plein contrôle. Edge essaie un retour, mais Booker T est revenu avec un Alabama Slam. Ils sont allés sur la 3. J'ai fait un Uagarana qui était pas super beau. Là. C'était comme un peu délayé comme bump. En tout cas, c'était pas très beau. Edge a construit son retour avec un coup de pied rouet et une line. Edge a fait un coup de pied de Booker T. Il a connecté avec un autre coup de pied rouet, mais du top rope cette fois-ci. Et Booker avec un roll-up surprise dans le coin pour 2. RM sidekick de Booker T, c'est le temps du Spider-Rooney. Quelque chose qui était toujours over, peu importe qu'il soit heel ou face. Ben oui, exact. Ouais. Et le coup de pied ciseau de Booker T est réussi. Il a obtenu un compte de 2. Et Edge réplique avec un spear pour un autre compte de 2. C'était pas son finish encore à l'époque. Puis Edge a fait sa propre version du Spider-Rooney qui était pas aussi bonne que celle de Booker T, on va dire ça poliment. Mais après un bel échange, Edge vit avec Execution DDT pour la victoire ce soir dans sa ville natale. Il est dur à classer ce match-là, je trouve. C'est un match. C'est un bon match, mais encore là, il n'a pas eu beaucoup de temps, puis c'est ça qui est plate. Ouais, un 6 minutes encore et des poussières. Puis, ils ont bien fait avec leur temps. Il n'y avait pas vraiment de botch à part celui que tu as dit, là, le saut de la troisième corde. Là, mais, ouais. Puis, c'est un match qui aurait peut-être dû avoir une meilleure exposure, mais évidemment, avec les matchs qui s'en viennent, avec les All Austin, Hogan, Rock, puis Triple H, Jericho, un moment donné, il faut que tu coupes dans le groupe, c'est eux autres qui ont écopé. Un bon match, sans plus. J'aurais peut-être aimé un 5 minutes de plus pour avoir des near fall, des trucs de même, mais en même temps, quand ta storyline, c'est autour d'un shampoing, c'est un peu dur de mettre le match aussi excitant que. Je sais pas, j'ai donné. J'avais donné à ce match-là 3 sur. 3. Ouais. Ok, c'est encore plus que moi. J'ai 2,5 sur 5. OK. Ouais. Dans le milieu. Edge va arriver avec Kurt Angle par la suite et Booker T va faire tranquillement aller vers un face turn. Puis va faire une alliance avec Goldust qui va donner de quoi de vraiment spécial dans les prochaines semaines. Puis pour vrai, je sais pas, je trouve que c'est un des meilleurs duos comiques qu'ils ont jamais eu. Là, genre Booker T et Goldust, je trouve qu'ils étaient vraiment, vraiment nice ensemble. Mais Booker T, il est fucking drôle. Là. Moi, oui. pour vrai, même il fait juste parler dans le panel puis il me fait rire. Là. Ouais. Booker! J'écoute LFG, là, j'ai moins écouté ces derniers temps, là, mais j'écoute ça, puis Booker T, même quand il parle avec les coachs, des fois, il sort des jokes, puis je suis comme. Juste quand il rit, là, tabarnak, ce gars-là, il me fait rire. Là. Puis tu sais, c'est pas comme s'il faisait juste ça, c'est un esti de bon lutteur, puis il est capable de coter des promos sérieuses, puis tout aussi, fait que il est complet, Booker T. Là. Il est parfait. Ouais. Et dans les coulisses, Coachman a réussi à rattraper The Hurricane. Et Mighty Molly était arrivé vers lui. Puis elle était son acolyte, évidemment, à l'époque. Puis elle a félicité. Puis il dit qu'il est la E-Mobile. Puis c'est à ce moment-là qu'elle a frappé dans la tête avec une poêle à frire en métal. Puis elle l'a couvert pour remporter la ceinture. Puis elle est la nouvelle championne hardcore pour Hurricane. Plus de ceinture, puis plus de partenaire. Oh la Judas. That Jezebel.
Il y avait le paquet vidéo montrant les débuts de la NW qui était là pour injecter une dose fatale de poison, comme disait Vince. A little dose of poison. Poison. The NW. Il se retourne de même, comme ça. Ouais, avec la chaise là qui marquait W, c'est malade. Ah, je m'ennuie des faces à Vince, pareil. Vraiment un des meilleurs heels ever. Ben oui. C'est dommage. Ils ont coûté à Steve Austin sa chance de reconquérir le titre mondial à No Way Out contre Chris Jericho après que Carson ait refusé de la bière en cadeau de la NW. Read the room, Steve. Ouais, exact. You wanna smoke, Steve? Donne-donc ça à la fleur. Austin avait kidnappé Hall et l'aspergé de bière avant de lui faire un stunner. Puis aussi, Hall avait cassé un bloc de ciment sur la jambe de Stone Cold aussi. Puis il avait défié. C'était quand même cool comme visuel. Comme mais oui. Ouais. C'était bien fait. Ouais. Puis Hall a défié Austin à un match à WrestleMania pour savoir qui était vraiment le toughest SOB de la WWF. Donc, match numéro 7. Scott Hall avec Kevin Nash contre Stone Cold Steve Austin et l'arbitre du match est Tim White. Austin attaqué immédiatement avec un Lutez Press, puis a forcé la tête de Scott Hall dans le coin 10 fois, alors que la foule scandait What à chaque coup. Ouais, c'était dans ce temps-là que ça commençait les What. Mm-hmm. Puis, il y en a encore des What. Oui, il y en a encore. Mais oui. Mais les What, c'est vraiment quand ils se calissent de quelqu'un, souvent ils vont faire les What. Là. Ouais, ça c'est une des. Il a fait bien des belles affaires sur le code dans sa carrière, mais ça c'est une des affaires qui aurait pu. On aurait pu s'en passer. En même temps, il y avait quand même. Ça l'a mis over sur des affaires aussi. Là. Ça lui donnait une interaction avec la foule directe. Là. Ouais. Mais un couteau à deux tranchants, hein, c'est ça qui est dommage. À l'extérieur du ring, Austin a attaqué Nash dans le dos, il a rentré Hall dans les marches d'acier. Il est de retour sur le ring. Hall avec une corde à linge, mais Steve à terre. Et Nash a attaqué en bas du ring et de retour en dedans. Hall est allé pour son follow-away slam. Et après avoir été battu quelques minutes avec Hall qui avait l'avantage, Stone Cold est revenu avec un spinebuster. Hall est allé aux cordes et a essayé une corde à linge, mais Austin a fini par lui faire un Stone Cold Stunner. L'arbitre est allé compter, mais avant le compte de 3, Nash l'a sorti du ring, Stone Cold. Non, pas Stone Cold, mais l'arbitre, il a assommé avec un coup de poing. Pauvre Tim White. Mm-hmm. Et Kevin Nash est rentré dans le ring où il a attaqué Austin avec des punches. Il a fait Austin a fait un coup bas sur Nash. Il n'a pas fait un, mais 2 autres stunners sur Hall, puis Austin l'a couvert. Et l'arbitre Jack Down est venu en remplacement. Il s'est glissé dans le ring pour compter. Mais Nash a donné un coup de coude pour se débarrasser de lui aussi. C'était malade, ça. Pas la meilleure soirée pour les arbitres à date. Hein? Non. Mais en même temps, quand tu mènes la NWO, c'est ça qui risque de t'arriver. C'est vrai. C'est pas les enfants de cœur, la NWO. Là. Je parle pas de tag team. Okay. Ouais, c'est ça. J'ai lu dans tes pensées. Ça a donné un coup de corde donné à Nash un coup de la corde à linge pour l'envoyer en bas du ring. Et Hall a essayé le Outsider Edge, mais un backdrop pour l'envoyer hors du ring, le fameux spot de Hill Spit qui fait son mot proche des cordes, là, genre Scott Hall Triple H. Un groupe d'arbitres a couru pour expulser Nash du ring. Et Hall a essayé de s'enfuir, mais Austin l'a jeté sur le ring. Il a tenté un stunner, mais c'est Hall qui a réussi à en faire un. Mm-hmm. L'arbitre original, Tim White, a récupéré pour faire le compte de 2 seulement pour Scott Hall. Après ça, Austin a donné un stunner à Hall, qui est encore debout devant lui. Puis il a donné un autre avec le fameux celle que tout le monde a vu, là, qui saute dans les airs hein, comme s'il avait été éjecté d'un siège d'automobile. Ouais. Et c'est comme ça que ça termine le match avec un compte de 3, avec Stone Cold qui est décoré le grand vainqueur à 9 minutes 51 du match. Il y a beaucoup de mauvaise publicité sur cette storyline-là puis ce combat-là, parce qu'évidemment, Austin avait un peu boudé dans le sens qu'il voulait affronter Hogan. Que Scott Hall, c'était comme un peu un deuxième choix qui n'était pas toujours fiable puis tout, mais est-ce qu'on peut prendre un moment pour apprécier que Stone Cold affronte Scott Hall, Razor Ramon à WrestleMania? Bon, on parlait d'un match random avec Goldust par RVD. C'est quasiment la même affaire, mais plus avec des main eventers. Ouais, parce que tu sais, Hall, là, c'est quand même. On parle quand même du même gars qui faisait Razor, puis oui, c'était plus pareil rendu là, mais je m'excuse, là, mais le match est quand même très solide, là. Ben oui. Ce match-là, moi, je l'ai réécouté quand
quand j'ai réécouté ce match-là, je me suis dit, OK, toutes les critiques que ce storyline-là puis ce match-là a eu, puis on dirait que ça passe comme dans le bar que ces deux-là se sont affrontés parce qu'il y avait tous les autres matchs sur la carte, puis Hogan, Rock, tout ça. Mais moi, à date, c'est mon match pas mal préféré de la soirée. Là. Non? Je vais me sentir mais j'ai ma note tantôt. Je vais te décevoir pas mal, je pense. Attends, là, attends un peu, je peux juste remonter 2 secondes. Là. Je veux juste être sûr que je dis pas n'importe quoi. Moi, je trouvais que c'est un match correct, mais Carson, ça paraissait que Carson était pas vraiment dedans. Là. Je sais pas, je trouvais qu'il avait l'air off un peu, même s'il a réussi ses moves pareils. Là. Ah! C'est ma note pour vrai avant que. Tu seras pas content. Vas-y. 2,5 sur 5. Ouh! T'as quoi, t'as pas 3,5 plus, j'espère, pour ça, là? Ouais, j'ai 3,5, moi. Tabarnak, ok. Ouais, j'ai vraiment aimé le match, pour vrai, là. Ah, c'est correct, t'as le droit d'aimer le match que tu veux, mais je sais pas, je trouvais que c'était pas assez. C'était bon, c'est pas que c'était pas dégueulasse, là, mais. Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que t'as pas aimé du match? Mais j'ai trouvé ça dull un peu. Ah, ouais, mais pourquoi? Parce que. Je sais pas, on dirait que les deux, des fois, ils étaient slow comment ils faisaient leurs moves. À part les gros moves comme les stunners et des affaires de même, que c'est des moves qui n'ont pas le choix d'être vraiment dedans pour les faire. Là. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu boring, je trouve. C'était bon, mais c'était pas. Ça m'a pas accroché plus que ça. Je suis pas d'accord, moi non plus. Ok, parfait. Ouais. Fait que c'est ça, quand même. Ensuite, va arriver avec Ric Flair plus tard, comme j'ai dit tantôt. Puis il va bien sûr faire son walkout quelques mois plus tard. Tandis que Hall, comme j'ai dit tantôt, il va avoir l'NWA Infield avec Kenny Bradshaw. Puis aussi Scott Hall, il reste plus grand temps tant que ça avant qu'il s'en aime avant le WWE. Puis il y a un match aussi, on parle de match random. Là. Un moment donné, il y avait un match à Sunday Night Heat. C'était Scott Hall contre Crash Holly. Oh, OK. Ouais, c'est random ça aussi. Ça n'a pas été si mauvais que ça parce que Crash c'était un bon worker, un bon jobber. Puis. Ouais. C'est pas. C'est un match de Heat, là. Mais oui, ça ne devait pas être si mauvais que ça. Ouais. Encore une fois, total footage sur Access avec Hulk Hogan qui tient les autographes. Suivi du match numéro 8. Un combat à 4 coins par élimination pour les championnats par équipe avec Billy and Chuck, les Acolytes, les Hardy Boys et les Dudley Boys. Pour bien sûr changer par équipe de la WBF. Avec l'arbitre du match. Oh yes sir! Nick Effin Patrick. J'étais content quand j'ai vu ça. Il n'a pas mangé de prise pendant, il n'y a pas de bombe, ça aurait été malade. Ben là, pourquoi pas? C'est ça le combat qui a. Ouais, je pense que oui. Chris, toutes les bombes que les refs ont payé dans la soirée, il ne va pas me dire oh, come on, tu sais. Un plus ou un de moins. Ben non. Nick Patrick aurait dû en faire un à tous les matchs qu'il faisait. Farouk fait un spinebuster à Baba, puis il en a fait un autre sur Chuck à l'extérieur du ring. Rush avec une corde à linge de l'enfer sur Billy, qui était cependant pas l'homme légal dans le match, et Dolly dans le profiter avec un 3D sur Bradshaw pour éliminer les piliers du match. Les Dudleys vont en bas du ring pour installer une table. On sait ce que ça veut dire d'habitude quand quelqu'un installe une table. Sur le ring, Jeff il va avec le Whisper in the Wind sur Bubba. Et c'est ça, a sauté sur le tablier du ring. Il a montré ses faux à Jeff. Et le jeune Hardy il a donné une tape sur les fesses, puis il l'a embrassé, puis il a poussé du tablier. Ouais, c'est vrai, je ne l'ai pas dit quand j'ai dit les matchs, mais il était avec les Dudley Boys et ses Kibler. La duchesse de Dudleyville. Ça fitait, je trouve. Ouais. Je me rappelle aussi la cover de Raw Magazine qu'il y avait, c'est les Dudley Boys avec 2 morceaux de table. Là. Je sais pas si c'est quel cover que je parle, là, avec CC Kibler. Là. Ils ont 2 morceaux de table, puis ils mettent devant les parties de CC Kibler. C'est quand même cool comme cover, là, je trouve. Là. Ouais, le visuel est quand même bien. Hein. Ouais. Ouais. Fait double tir de verse improvisé par Bubba et Billy Gunn sur Jeff. Et les Dudleys vont essayer de travailler sur Jeff. Et après un neckbreaker sur Devon, Jeff fait le relais à Matt pour la hot tag. Et Matt frappe tout ce qui bouge, un après l'autre. Mais Bubba fait une suplex arrière, mais il a raté un splash dans le coin. Et descend de la cuisse par Matt sur Bubba pour un compte de 2. Et Devon est allé pour le What's Up Drop, mais Billy l'a poussé et Devon est tombé sur la table. Il s'est écrasé à travers la table, placé en bas du ring plutôt par les Dudley Boys eux-mêmes. Et l'arbitre Nick Patrick était occupé avec Chuck pendant que ce bump-là arrivait, parce que évidemment, c'est pas il y a des disqualifications quand même. Là, fait que s'il l'aurait vu, il y aurait un DQ pour les Billy and Chuck.
Puis les champions défendants, en passant. Comme à AEW, hein, ils n'ont pas le droit d'utiliser les objets. Ben, ça fait le twist of fate sur Bubba, qui était distrait. Et Jeff a enchaîné la bombe Swanton. Et Matt a couvert pour éliminer les Dudley Boys du combat. Donc, on est rendu avec Billy and Chuck contre les Hardy Boys pour terminer le combat. Et Jeff avec de la poétrie en motion dans le coin sur Chuck et ensuite sur Billy. Twist of fate de Matt sur Chuck, puis un Swanton de Jeff. Et l'arbitre a dit à Matt de quitter le ring parce qu'il n'était pas l'homme légal. Pendant ce temps-là, Jeff avait reçu un famous hurt de Billy Gunn. Et Matt a fait sortir Gunn de l'arène avec une corde à linge. Chuck a couvert Jeff pour 2. Après ça, Billy a couru dans la ring et a frappé Jeff avec un coup de ceinture pendant que Chuck distrait l'arbitre. Et Chuck fait le tomber pour gagner le match et garder les ceintures par équipe, la WBF. Moi, je trouve ça cool que Billy and Chuck aient gagné le match avec tous les bons tag teams qu'il y avait dans ce match-là. J'aime ça quand le tag team underdog, surtout heel. Up and coming tag team, mettons. Là. Ouais, va chercher la victoire puis réussir à gagner des gros matchs comme ça contre des grosses équipes. Là, puis un match avec plusieurs équipes, c'est pas un one-on-one. Les autres équipes peuvent être fatiguées à cause du nombre d'équipes. Ça fait du sens que ce tag team-là gagne. Non, je trouve que c'est une. Même à l'époque, évidemment, j'étais fan de Billy and Chuck, mais moins que les autres équipes qui étaient dans le match. Puis j'avais trouvé ça logique. Puis je suis comme, OK, ouais, c'est plate, c'est pas le tag team que j'aime le plus, mais ça fait du sens, puis ça les build aussi en même temps. Fait que tant mieux. Ouais. Puis un match solide sans vraiment être excellent. C'était très bon. Une couple de beaux spots, mais un peu trop long comme match. Je pense que c'est. À part les main events, si on veut, je pense que c'est le match le plus long de la soirée, si je ne me trompe pas. Tu te trompes, mais c'est pas grave. C'est 13 minutes 50. Taker Flair qui était à 18 minutes. Après ça, Rock Hogan à 16, puis 18 minutes pour le main event. Ben, j'avais pas tort dans le sens que les deux matchs que tu as dit en dernier, c'était des main events, à mon avis, mais le Taker contre Flair, tu as raison que j'avais tort là-dessus. Correct. Mais, pas grave. Non, mais c'est vrai. Je suis capable de l'admettre quand j'ai tort. Note, t'as donné quoi? Non. Tu as entendu ce que j'ai dit, puis j'en reviendrai pas sur ce que j'ai dit. J'ai donné 2,5. Ah, mais même affaire moi aussi. Parfait. OK. Yes, sir, Miller. Oui. Billy et Chuck vont rester champions par équipe jusqu'au 19 mai, quand ils vont perdre les titres contre Rikishi et Rico. Ouais, quand même bizarre comme. Les Acolytes vont être séparés par le draft avec Bubba qui va. Pas Bubba, mais Bradshaw qui va aller à Raw, tandis que Farouk va aller à SmackDown. Même chose sur les Dudley Boys qui vont être séparés avec Bubba qui va à Raw et Devon à SmackDown. C'est drôle, hein? Les deux blancs vont à Raw et les deux noirs vont à SmackDown. C'est le peu hasard. Bon, ça change plus. Plus ça change, plus c'est pareil. Pour les Hardy qui fait 8 ans qui lutte contre des Latinos. Ouais. Ben, je suis content, au moins, on en juste après le SmackDown, mais t'as vu qu'il a gagné la Battle Royale du géant? Ouais, exact. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool aussi qu'ils ont pris Gable dans le match, puis il est revenu à El Americano, puis il a éliminé Phoenix, c'était malade. Il commence à donner, une des affaires les plus fun qu'ils ont dans le show, Chad Gable, puis tout ça. Là. Sauf que, oui, on enregistre après, fait que le Mania a passé, mais Mysterio a été blessé aussi, fait que tu sais qu'est-ce qui va arriver. Mysterio a été blessé? Ouais, fait que ça va être Phoenix contre Gable. C'est rare, tu peux dire que quelqu'un est un upgrade sur un Mysterio, mais je pense que c'est le cas. Ouais, exact. Et ouais, puis les Hardys vont avoir une rivalité avec un certain Brock Lesnar. Dans les coulisses, Scott Hall et Kevin Nash sont encore en crise de leur défaite de tantôt. Puis ils voulaient évacuer leur frustration sur The Rock quand Hogan s'est approché d'eux. Puis en leur disant qu'il voulait y aller seul dans le match pour prouver qu'il était capable de gagner le gros match encore contre The Rock. Puis quand il s'en va, les Outsiders se regardent genre pas sûr que c'est une bonne idée, moi. Et pendant ce temps-là, les sketchs de la nature hardcore se poursuivent avec Molly Holly qui court dans les coulisses puis qui regarde un peu partout savoir si c'est quelqu'un qui a poursuivi pour la ceinture. Puis aussitôt qu'elle court vers la sortie, puis la porte d'eau se tombe, elle se fait fermer dans sa face, fait qu'elle tombe knock-out. Puis là, tu vois juste les pieds de la personne, puis tu fais c'est qui? Puis là, il ouvre la porte, c'est Christian, puis bon, tabarnak. Puis évidemment, il a couvert Molly Holly, puis il a gagné le titre hardcore. That's it. Malade. avec son petit ponytail, là, pis sa petite camisole. Là. Oh là là.
un paquet de vidéos a commencé à mettre en évidence la guerre Hogan-Rock. Puis Hulk avait fait une promo sur le fait qu'il était la plus grande star de la lutte ever dans le passé et dans le présent. Et Rock s'est présenté pour demander au Hulkster ce qu'il pensait de faire un autre WrestleMania avec The Rock. Et Hogan a dit oui. Puis après ça, il y a un Rock Bottom de The Rock. Pour ça, Hulk l'avait ça dans un combat par équipe. Quand même un match le fun. C'est un match par équipe 2 contre 3. C'était NWO, All Nash puis Hogan contre Stone Cold puis The Rock à Raw. C'est quand même malade comme match. Vrai, ouais. C'est fou. C'est la seule fois, évidemment, que Austin et Hogan ont eu un match un contre l'autre. Ouais. Qu'est-ce que ça aurait pu être, hein? Dommage. Parce que, je dis ça de même, là, mais ça aurait été Austin. C'était bon, Rock Hogan, c'était excellent même, là, mais Austin Hogan, je pense que ça aurait été meilleur. Je sais pas. C'est dur à dire parce qu'on a vu ce que ça fait avec The Rock, là, mais je pense que ça aurait été meilleur. Je sais pas que ça aurait été meilleur de beaucoup, mais je pense que ça aurait été un petit peu meilleur. Je pense que The Rock, je pense que The Rock, c'est un gars qui est plus fait pour les gros moments comme ça qu'Austin. Austin, c'est plus un gars de ring. C'est un gars de papier sablé. C'est un gars qui va se battre pour vrai. C'est un batailleur. Rock, c'est un gars de moment. Blue collar. Ouais, Rock, c'est un gars de moment. Tu sais, regarde, je t'en ai parlé l'autre jour, là. Rock Hogan, Rock Cena, Rock avec Cody. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rock aussi contre Brock à SummerSlam. Tu sais, c'est tout des grosses affaires. Puis, je sais pas, il y a un aura autour de ce gars-là, sans qu'il lutte, que ça peut être bon. Tandis qu'Austin, il est plus dans le. Ouais, mais c'est différent. Mais... C'est différent, mais c'est un A, un B, là, selon moi. Là. Ouais. Mais en même temps, toi, tu parlais plus storyline parlant. Moi, je parle plus match. Là. Ben, match, Austin est meilleur que lutteur. Ouais, c'est ça. Je pense que The Rock est mieux fait pour Hogan qu'Austin. Je pense qu'Austin est trop rapide pour peut-être, ça se peut. Ça se peut. Bref, puis, puis dans le build-up aussi, il y a eu Hogan a rentré dans The Rock en ambulance. Ça, c'était un peu. C'était cool là, comme moment, mais ça n'a pas servi à grand-chose. 2 semaines plus tard, The Rock était correct, puis c'est ça. Ouais. C'était plus pour le shock value puis le moment, là, plus que d'autres choses. Là. C'était hot parce que quand Raw, il y a eu le draft, là, ils ont refait les intros de Raw et de SmackDown, là, mais il avait montré ce bout-là d'Hogan qui rentre l'ambulance dans The Rock là, dans l'intro de Raw là, avant qu'il fasse le Come on! C'est malade. Et évidemment, on est rendu, mesdames et messieurs, match iconique, match numéro 9, The Rock contre Hollywood Hulk Hogan, avec l'arbitre du match, Mike Kiki Kyoda. Oh yes, Kiki. Ouais. Il y a un stare-down classique pour commencer. Ils ont regardé la foule, ils ont regardé encore, puis éventuellement, quand ils ont fait un lock-up, Hogan a poussé The Rock au tapis avec un gros pop, puis avec Hogan qui a fait ses poses plastiques pour impressionner Dwayne. Mm-hmm. Et après ça, Hulk l'a renversé avec un coup d'épaule sur une autre ovation. On voit de quel côté la foule de Toronto se range ce soir. Et après ça, Hulk continue avec une corde à linge. Rock est revenu lui-même avec une grosse line qui a renversé le bandana d'Hogan. Puis Rock a fait son combo de coups de poing avec le fameux genre se cracher dans sa main pour donner le dernier coup de poing. Là. Puis Hogan est tombé à l'extérieur du ring. Ça, c'est hot. Mais je pense aussi que le monde pensait tellement pas voir un autre match à WrestleMania d'Hogan. Puis tu sais, là, c'est pas seulement un match pour faire un match, c'est un match vraiment qui a de l'importance, puis c'est un marquee match. Là, Fait que je pense que les gens s'attendaient tellement pas à ça que quand ils ont eu ça, ils ont fait comme c'est ben trop hot, Hogan à Mania dans ce temps-là. Fait que je pense que c'est ça qui est arrivé plus que d'autres choses. Hein. Ouais, c'est un happening. Ouais. Il est de retour dans le ring. The Rock lance un rock bottom avec il reçoit un coup de coude à la tête. Puis Hogan avec une série de coups de coude supplémentaires, puis il suit ça en graffinant le visage de The Rock avec sa botte. Ça, c'est malade. Après le cordage dans le coin fait par Hogan, The Rock a fait tomber Hogan et a frappé des coups de poing à la tête. Puis il revenait avec une suplex avec une bonne réaction de la foule du Skydome. Et le Rock a essayé de revenir, mais Hogan l'a remis au tapis avec un genre de chokeslam quand Rocky l'a chargé. Après ça, ils se sont battus un peu à l'extérieur du ring avec Hogan en contrôle. Et le ref a pris une chaise des mains du Rock et Hogan l'a renversé avec une line.
sont retournés sur le ring après ça. Et après, Rock a changé une corde à linge et Hogan l'a esquivé. Alors, le Rock est rentré dans Kyoto, puis on a un ref bump. Rock a profité de faire son spinebuster ensuite. Pour ça, Rock met Hogan dans le sharpshooter. Puis Hogan s'en est sorti en se rendant aux cordes, mais le Rock n'a pas laissé aller. Puis il l'a tiré vers le centre. Hogan a tapé, mais bien sûr, avec Kyoto qui n'est plus là, il n'y a plus d'arbitre. Et Hogan s'entend la soupe chaude, il va d'un coup bas à The Great One. Rock bottom d'Hogan. Oh, Kyoto se réveille et il compte 1, 2, mais in extremis, Rock lève son épaule. C'est pas terminé. Et après ça, Hogan fait un de ses spots qu'il fait souvent. Il enlève sa ceinture en tour de sa taille, puis il frappe The Rock dans le dos une couple de fois avec. Mama Rose! Ouais, c'est ça, exactement. C'est là qu'il tient ça, lui. Hey, puis ça n'a pas rapport, là, mais moi, j'ai toujours adoré les bottes d'Hogan avec les éclairs de même. Là. Ouais, c'est malade. Asti qu'ils sont belles, ces bottes, man. Ça n'a aucun sens. Là. J'ai toujours trippé là-dessus. Je pensais que tu as parlé celle de The Rock avec son mollet qui était découvert. Ben, ça, c'est nice, mais d'une autre façon. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Puis as-tu remarqué, c'est le seul qui a fait ça avec ses bottes. Il n'y a personne qui a jamais fait ça avec ses bottes. Personne. J'ai vu personne avec ça. Faudrait poser la question à Dwayne, mais qu'on le voit. Comme si. non, mais peut-être que quelqu'un. C'est un podcast. Si boire, tabarnak. Mais, ouais. Très fou. Mais, pour vrai, il faudrait demander, mettons, qu'on fait un podcast. On a parlé de Jimmy Corderas tantôt, mais un gars qui l'a côtoyé, voir si quelqu'un a la réponse. Peut-être. Hein? Il y a peut-être une explication à ça. Hein? Ça se peut. Peut-être qu'il se fait des mollets et il voulait qu'il respecte plus. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Un jour, on va peut-être le savoir. En attendant, Rock est revenu avec un DDT. Après ça, autour de Rock, de prendre la ceinture autour de la ceinture d'Hogan, puis il foutait le Hulkster avec. Rock bottom, il couvre Hogan. 1, 2, mais Hogan kick out, puis il fait le Hulk up. Non, évidemment, la fois il est déchaîné quand il fait ce spot-là. Le monde retombe en enfance solide à part de ça. Oh yes. Il agite le doigt devant The Rock en faisant non, you! Évidemment, des coups de punch, les punchs en suivent, celui de la grosse botte, la redoutable grosse botte. Leg drop par Hogan, c'est réussi. 1, 2, et non! Énorme réaction pour ce dégagement-là de la foule. Et après ça, Hogan frappe The Rock avec une autre grosse botte. Et un peu à la Warrior Hogan à WrestleMania 6. Hogan fait la leg drop, puis le Rock se tasse. Fait qu'il leg drop le sol, Hogan. Ouais. Rock bottom, suivi d'un autre. Après ça, Rock fait un kip-up. Et se suit la descente du coude du peuple qui connecte. 1, 2, et enfin 3. The Rock remporte l'excellent match ce soir, WrestleMania X8 contre Hollywood Hulk Hogan. Mais c'est pas fini. Après le match, Hogan, qui tient les ribs, tend la main vers The Rock. Et bien sûr, The Rock, en signe de respect, la serre lui aussi. Donc, on a beaucoup de sportsmanship après le combat. Et la musique de Rock a été jouée pendant qu'Hogan il a dit de poser pour les fans. Et quand Rock est parti, Scott Hall et Kevin Nash sont arrivés. Puis Hall a lâché son cure-dent en face d'Hogan. Puis les deux sont mal frappés, 2 contre 1. Jusqu'à temps que The Rock vienne à la rescousse du Hulkster. Puis il fait sortir Nash du ring. Et Hogan a approché Hall en bas du ring aussi. Et après ça, Hall et Nash sont retraités vers les vestiaires. Puis après ça, Hogan allait partir, mais Rock lui a dit non, tu restes ici pour faire d'autres pauses plastiques. Parce qu'évidemment, on a beau être en 2002. Faut se rappeler tout le temps, Hogan must pose. Exact. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit ça, je m'ennuyais de dire ça. Ouais, un bout. Ouais. Hulk a encouragé plus de pauses plastiques. Puis il a même joué pour une coupe aussi. Puis après ça, Ross et Lawler ont fait un excellent travail aux commentaires pour mettre tout ça over. Donc voilà, un match exceptionnel. Puis tu sais, Hogan, ça n'a jamais été le meilleur dans le ring, là, mais il s'est quand même donné beaucoup dans ce match-là. Pour vrai, là. Il a mangé des bombes, puis sa leg drop qui a manqué, il a mis Rock over. Pour vrai, c'est un match surprenant. On s'entend, c'est deux légendes, mais ce qu'ils ont été capables de donner dans le ring, c'est quand même surprenant. Ce que, mettons, je m'attendais, même à l'époque. J'avais été surpris plus par, pas nécessairement par la réaction de la foule. Oui, ça a été grandiose, même très diose. Mais non, je sais pas, le match a fait en sorte que peut-être ça le veut d'une coche de plus.
Quel match! Ben, Wow. le moment a aidé beaucoup. Là. Juste le fait d'être dans ce setting-là, là, c'était spécial. C'était un bon match qui s'est transformé en un match excellent. Puis, comme j'ai dit, tous les éléments avec la foule, l'appui d'Hogan, puis le fait que le match était bon. J'ai donné une grosse note sur ce match-là. Je sais pas toi que ça donné, mais moi, je vais donner ma note. J'ai donné 4 sur 5. Parfait. J'ai donné exactement la même note, mon cher. Good. Fait que, ouais, pour vrai, Ben oui. on se le cachera pas. Là. C'est pas un excellent. C'est un excellent match dans le sens que tout ce qui est réuni pour faire le tout est bon. Mais tu sais, si mettons tu checkerais le match à mute, là, puis tu verrais pas les réactions de la foule, tu dirais bon, c'est un match bien ordinaire. Là. Mais Ouais, mais. avec tout le reste. Ouais. Mais il faut que tu saisisses le moment, ça fait partie de ça. Ouais. Puis, tu sais, juste que les kick-out des finishes, surtout le kick-out du finish d'Hogan, surtout ça, c'est gros quand même. Puis même se tasser, c'est rare qu'Hogan manque une neck drop pour vrai. Là, Ouais. Fait que non, c'est dur à expliquer ça. C'est des genres de matchs que tu peux pas expliquer. Il faut que tu le vives pour le. Faut que tu le regardes, tu l'écoutes. Ouais, exact. Pour le comprendre, oui. Le lendemain à Raw, à Montréal, of course. Évidemment, Hogan a fait son babyface turn officiel. Quand il y a une des plus grosses ovations ever. Pas juste au Centre Molson, au Centre Bell, mais ever dans l'histoire de la lutte. Puis ça va l'amener de momentum pour un gros match de championnat. Pour le championnat de Undisputed à Backlash contre Triple H. Qui va gagner. Mais bien sûr, il va le perdre à Judgment Day contre Undertaker. Tandis que pour The Rock, il va prendre une petite pause des rings pour revenir à l'été pour gagner le titre lui-même à Vengeance dans un combat triple menace, incluant aussi Kurt Angle et The Undertaker dans un excellent three-way match. Mm-hmm. Ils ont montré un clip de Big Show à WF New York. C'est celui d'annonce de l'assistance de la soirée, qui est un gros nombre de 68 000 personnes et 237, qui était le nouveau record au Skydome. Que je sais pas, normalement ils l'ont battu depuis ce temps-là, mais quand même, en 2002, c'était le record d'assistance ever. C'était quand c'était Chamber qu'on fait dans le Skydome? Ouais. Ben, c'était sur Skydome, t'avais fait ou c'était. Ben, au stade des Blue Jays, là. Ok, ouais. Roger Center, là, ouais. Roger Center. Je pense pas qu'il l'ait battu, par contre. Non, je pense pas qu'on pète plus que 68 000 pour un Chamber. Je sais pas. M'étonnerait. C'est Fallait voir, hein? Ouais, c'est pas le dire. Correct. Pendant ce temps-là, ben là, Chris, c'est pour les fans que je veux savoir ça, là, plus que pour t'écœurer. Okay. On y va. Le match numéro 10, un combat triple menace pour le championnat féminin. La WWF avec Jazz qui défend sa ceinture contre Lita et la hometown girl Trish Stratus. Et l'arbitre du match et Jack Doan. Et dans les règles de triple menace sont évidemment pour que tout le monde soit dans le ring en même temps. Puis le premier pin gagne le match. Et ce qui veut dire que même si Jazz va compter, elle peut perdre la ceinture pareil si Lita pin Trish et vice-versa. Jazz a maîtrisé tous les deux très tôt dans le match. J'ai des suplexes à double bras sur Jazz, par Jazz sur Lita, pardon. Et elle a sorti Trish du ring. Après ça, Lita avec un ciseau de tête sur Jazz suivi d'une suplex pour deux. Trish s'est foulé entre les deux pour obtenir un roll-up sur Jazz. Puis Lita a fait un crossbody sur Trish qui a roulé par-dessus pour faire un pin elle-même pour un compte de deux. Et après ça, Trish a fait un bulldog ensuite pour un autre compte de deux. Puis pendant le compte de deux, il y en a un autre après ça quand il y a une fisherman suplex de Jazz. Il lui donne 1-2 contre Stratus. Après ça, Lita qui fait le twist of fate sur Jazz, puis un body slam sur Trish. Le moonsault a manqué. Et Trish va dans le roll-up pour le 1, le 2 et non au dégagement de Lita. Et Trish et Lita sont rentrés en collision et maintenant les trois lutteurs sont au tapis. Et le comeback de Trish, c'est de très courte durée quand Lita l'a backdroppé en bas du ring. Et après ça, Trish est allé pour un autre bulldog, mais Lita l'a projeté dans le coin. Et les jambes de Trish sont écrasées dessus dans un bump qui a pas l'air le fun à prendre. Puis pour longtemps après ça, Jazz a fini le combat avec une Fisherman Buster de la troisième corde pour conserver son championnat féminin ce soir à Toronto en battant Lita. Correct. C'est un match. C'est le fun parce qu'il y avait Lita et Trish dans un match de championnat féminin de WrestleMania, mais tu sais, regarde ce qui est placé sur la carte après de Rock Hogan avant le main event. Fait que.
Un match correct sans plus que le malheur d'être après Hogan et The Rock. Ah oui, c'est un filler match pour eux autres, là, comme à l'époque. C'est soit ça le deuxième match, fait que l'avant-dernier match de la carte. Fait que, oui, hein, ça bien. Ils ont fait avec ce qu'il y avait, avec le temps qu'il y avait, mais moi j'ai donné 2 et 1/4 à ce match-là. Ah, j'ai donné 2, moi. Ok, voilà. Jazz va commencer sa ceinture jusqu'au 13 mai à Raw, en perdant la ceinture contre Trish dans un combat hardcore. Puis Lita, elle va avoir une blessure au cou. Il va devoir passer sur le bistouri. Il va revenir en octobre 2002 comme analyste à Sunday Night avec Jonathan Coachman. Et bien sûr, pour plus de détails là-dessus, sur sa blessure et son retour, allons voir la biographie qu'on a faite sur elle il y a quelques semaines de nos podcasts. Puis juste pour l'information du Stade de Toronto, c'était 38 000 personnes au Chamber. Aussi bon, hein? On est loin du record, je pense. Ouais, mais tu sais, WrestleMania, faut que tu dises qu'il y a plein de monde qui voyage dans le monde pour ça. Fait que c'est quand même bon. Là. 2 éléments qui jouent contre eux autres. Ça. Exact. Christian a été montré en quittant le bâtiment avec le titre hardcore dans les mains, puis il a mis son sac à l'arrière puis de la voiture pendant qu'il célébrait comme un épée. Kevin est arrivé, puis le roll-upé pour le gagner la ceinture hardcore encore une fois. Puis il est passé avec la ceinture, puis il est passé avec le livre de Christian. Puis il a fait encore une crise parce qu'il s'est fait poli. Fait que voilà. C'était la fin de la saga hardcore pour ce soir. Il est arrivé avec la ceinture hardcore, il a perdu la ceinture dans les premiers matchs, puis il l'a regagné à la fin de la soirée. Comme qu'il disait dans cette histoire, tout est bien qui finit bien pour Maven. Exact. Le groupe Drowning Pool arrive pour chanter leur chanson, la version de la tune de Triple H d'entrée, qui était sur le CD Forcible Entry, qui était sorti de la coupe de. C'était bonne cette version-là. Cet album-là est bon. Forcible Entry, c'est vraiment bon. The game! Ouais. Time to play the game! Parfait. Parlant de play the game, voici le match numéro 11. Chris Jericho avec Stephanie McMahon contre Triple H au championnat de la mondiale Undisputed de la WBF. Et l'arbitre du match, Earl Hebner. Et Triple H a gagné sa chance de se battre pour le championnat de WBF. Undisputed. En gagnant le Royal Rumble, évidemment, éliminant Kurt Angle à la fin. Pendant ce temps-là, il y avait une certaine hostilité entre Triple H et sa femme Stephanie qui commençait à se montrer à l'écran. Et pour réparer leur relation, Stephanie a suggéré que les deux renouvellent leur vœu de mariage la semaine suivante à Raw. Au début, Triple H ne voulait pas, mais Stephanie a révélé qu'elle était enceinte, ce qui l'a fait changer d'avis. Et lors de l'épisode du 11 février à The Raw, quelques minutes seulement avant la cérémonie de mariage de Triple H, il a reçu un appel téléphonique de Linda McMahon, sa belle-maman, qui avait envoyé une cassette vidéo qui avait montré comme quoi le médecin qui avait dit à Stephanie Triple H qui était enceinte, ben, c'était un acteur qu'elle avait payé. Puis évidemment, ben, on sait ce qui s'est passé après. Là. Tu veux-tu le dire? Je peux te le laisser ce bout-là si tu veux. Ça me fait rire à chaque fois. C'est sûr, c'est malade. Quand il dit... attends, parce que j'ai juste j'ai pas le phrasing en anglais, mais c'est... je vais te montrer... c'est quoi qu'il dit? I'm gonna show you what you truly are, c'est ça? Non. Il dit quand je te regarde dans les yeux, je vois vraiment ce que t'es. Je vois dans tes yeux ce que t'es vraiment. No good like bitch! La grosse face de Vince puis de Stéphanie, c'est malade. Puis après ça, ben, genre, tu vois, Vince il est dans la face du Triple H, puis il dit, bon, tabarnak, puis Triple H, il le pogne pour lui faire un pedigree, sauf que Vince, il bombe tout de suite comme un épée. Fait que le Triple H, non, il s'est Puis après ça, ben, il fait le pedigree, puis après ça, Stéphanie, ça va l'écœurer, puis elle se façon passer, puis il fait juste pogner il prend sa main, puis il fait juste la pousser à terre avec, puis après ça, il prend le joint de mariage, puis il caresse dessus, puis évidemment, la fin avec Stéphanie qui fait son genre de rugissement de lionne. C'est malade. Classique. C'est tellement bon. Ouais, fait qu'après ça, pendant ce temps-là, Kurt Angle a reçu un match contre Triple H à No Way Out pour évidemment le title shot à WrestleMania. Puis il y avait comme habit spécial, malheureusement, pour Triple H, Stephanie McMahon. Évidemment, elle s'est arrangé que Kurt gagne le match. Fait qu'évidemment, Triple H avait perdu non seulement sa femme, mais il a perdu aussi son title shot à WrestleMania contre Chris Jericho.
Puis éventuellement, Ric Flair il a donné un match à Triple H, un match retour contre Angle avec personne à l'extérieur du ring pour interférer, pas d'arbitre spécial, whatever. Puis moi, j'ai gagné le match, donc on est retourné évidemment au build-up qu'on est supposé avoir, Jericho puis Triple H. Puis lors de l'épisode du 21 février de SmackDown, Jericho a rencontré Stephanie puis ils ont décidé de mettre un terme à leur différend dans le passé. Et c'est terminé par une association que Stephanie a acceptée et pour être contre eux autres. Puis évidemment, après ça, il était contre Triple H. Puis en vertu du règlement de divorce pour les deux, les actifs étaient séparés entre 50-50 au grand dégoût de Stephanie avec Triple H. Puis parmi les atouts, il y a la première heure de lutte de Triple H, la cravate de Stephanie. Puis, Triple H, il la ramène à l'aréna, puis genre, il casse en deux, là. Puis, il reste juste le devant ou whatever, là. Puis, il est en tabarnak. Puis aussi, le bulldog de Triple H qui s'appelle Lucy. Puis, Stéphanie a réussi à gagner Lucy dans le règlement. Puis, lors de l'épisode du 11 mars de Raw, il a envoyé Jericho promener le chien. Tu sais, comme un vrai champion qui est over, là. Va promener mon chien, puis il ramasse ses. Mais ouais, ça, j'ai. Tabarnak. Ça, c'est Stéphanie, là, parce que sinon. Attends un peu. Tiens. Oh, attends. Je veux me concentrer, là, arrête de faire ça. Étais-tu belle en turquoise? Concentrer. En plus, j'adore le turquoise, en plus. Bref. Ben, c'est vrai, j'aime ça, cette couleur-là, je trouve ça beau. J'adore le turquoise, says no one ever. Ben, c'est ça, je trouve ça. J'aime cette couleur-là, j'ai le droit, quand même. En plus, j'adore le turquoise. Soumis! Puis, elle s'assurait de cela. Jericho a attaché Lucy à la limousine. Puis, elle a dit au conducteur d'aller chercher quelque chose au dépanneur, je sais pas trop. Puis, quand il a reculé, ben, il a écrasé le petit chien de Triple H, Lucy, pauvre elle. Puis, Triple H était en tabarnak. Puis, évidemment, il est rentré à l'aréna puis il voulait attaquer Stephanie. Mais il a été touché, il a été frappé 2 fois par la Jericho avec le Sledgehammer. Dans l'épisode de SmackDown d'après, ben, Triple H, il a mangé un Wall of Jericho sur la table des commentateurs pendant que Stephanie criait après lui. Fait que c'est ça le build-up de WrestleMania X8 entre ces deux-là. Triple H, ben, entre ces deux-là, plus ces trois-là, ou ces deux-là en disant Triple H, Stephanie, là, plus que d'autres choses. Là. Est-ce que Jericho devrait être la bitch des deux autres? Me semble, ouais. Le plus talentueux des trois, puis de loin. Ouais, fait que Hunter a sa jambe gauche tapée, évidemment, parce qu'il était blessé de ce qui est arrivé dans les semaines d'avant. Il a fait son high knee à la Hardy Race, mais après ça, il a vendu sa jambe comme quoi qu'elle faisait mal. Jericho l'a approché par-dessus la troisième corde. Sur une souplex d'Emsley à Y2J sur le sol. Et M. Emsley a dégagé la tête des commentateurs espagnols, mais ça a mené à presque rien parce que Jericho lui a donné un coup de pied en arrière de la jambe pour empêcher qu'il traverse à travers la table. Et il a voulu se renverser. Jericho a donné un coup de pied. Il a voulu renverser ça en Chris en travaillant à la jambe de Jericho. Prise en 4 à la Bret Hart par Triple H, mais Stephanie est là, puis elle met les doigts dans les yeux de Triple H, de son ex-mari. Puis Hunter l'a attrapé par les cheveux. Jericho l'a chargé, puis Hunter a bougé, puis Jericho a fini par rentrer sur Stephanie qui est tombée à l'extérieur du ring. Puis Hunter a ramené Steph dans le ring, il a opté pour le pedigree, mais Jericho a fait un saut chassé de type missile pour l'empêcher de faire le pedigree à sa femme, son ex-femme, pardon. Et Jericho a travaillé sur le genou de Triple H. Et Hunter est éventuellement revenu avec un neckbreaker et un facebuster dans son genou. Après ça, un spinebuster laborieux, puis qui ont refait après, parce que John Jericho a comme glissé des mains de Triple H. Puis évidemment, après, ils l'ont fait, puis il était beaucoup plus beau. Et Jericho a whippé Edge dans le coin, puis Enzo a fait son bump habituel par la troisième corde pour tomber en bas du ring. Et Jericho a éclairé la table des commentateurs de King AJR, puis il est allé pour les murs de Jericho sur la table, pareil comme il avait fait quand il avait blessé à Raw avec le quad de Triple H. Ouais. Puis Hunter essaie de faire un pedigree, mais Chris l'a backdroppé à travers la table d'annonceur espagnol qui est à côté, celle qu'il avait arrangée tantôt. Fait que voilà, encore une fois, c'est eux qui arrangent la table, qui passent à travers la table. Il est dans le ring, Lionsault Connect 1, 2, mais dégagement de Trips. Et Jericho est allé pour les murs de Jericho encore une fois, mais Hunter s'en est sorti quand le champion hors de la prise. Pedigree tenté, mais Jericho l'a frappé au genou. Et Walter Jericho ensuite. Puis Jericho s'est assis dedans, vraiment solide pour qu'il tape out pendant que Triple H souffrait, pendant que Jericho faisait Askep! Toujours aimé ça quand il disait ça. Je fais tout ça, je criais tout le temps quand il disait ça. Tu sais, genre la brise, il y a rien qui se passe devant genre 5-6 secondes, puis Askep! C'est malade.
Mais Triple H est arrivé au corps et il a fait le bris pour briser la prise. Jericho a une chaise et Stéphanie a distrait Earl Hebner. Et Antoine a profité pour donner un coup faire un DDT à Jericho sur la chaise. 1, 2 et non, dégagement de Jericho. Et après ça, Stéphanie est rentrée dans le ring. Hebner a pris la chaise. Puis Stéphanie a poussé Earl. Puis Hunter a attrapé par les cheveux Stéphanie. Puis il a fait la mise entre ses jambes pour un pedigree. Fait qu'à la fin, c'est réussi. On a un gros pop. Elle a comme son comeuppance pour la storyline. C'est normal. Et Hebner la sort du ring. Donc, elle va être un non-facteur pour le reste du combat. Et Hunter se retourné et Jericho a frappé Hunter avec la tête, avec une chaise pour un 2 très proche de 3. Et après ça, Jericho est allé pour le pedigree pour ajouter insulte à l'injure. Et Hunter l'a fait tomber et a donné un coup de la fronde dans le coin. Et un bon vieux slingshot. Sauf que Jericho s'est agrippé sur la 2. Puis il s'est retourné pour genre sauter sur Triple H. Qui donne un coup de pied dans le ventre, suivi d'un pedigree. Et pour gagner le championnat indisputable, pour boucler la boucle de son retour de blessure. Donc, nos champions de la WWF Undisputed, Triple H, Hunter Hearst Helmsley. Et après le match. C'est quand même un bon finish. Bah ouais. Et après le match, JR fait un excellent travail en disant à quel point Triple H a travaillé fort pour revenir de sa blessure puis que ça prenait beaucoup de cœur. Puis la chose se termine avec un recap du spectacle sur Superstar de Saliva. C'est comme ça que ça termine WrestleMania X8. T'allais dire? Ben, j'allais dire, c'est un très bon main event quand même si ça n'avait pas passé après Rock Hogan. Là. La foule était un peu vidée. Là. Mais tout dans le match, Stéphanie fait un esti job dans ce combat-là pour rendre ça encore plus intéressant que celui-là déjà. Puis, pour vrai, c'est un solide main event de n'importe quel show. Là. Ouais, c'est bon. Mais peut-être la story aide pas pour vendre ça comme un main event aussi. Je pense que, comme tu dis, vu que Jericho était peut-être pas mis assez over dans la storyline, ça nuit peut-être au titre main event de WrestleMania. Surtout WrestleMania. Ça avait été n'importe quel autre pay-per-view, j'aurais rien dit, mais vu que c'est Mania, c'est plus tough. Là. Ouais, à part ça, ça n'aurait pas dit la main event. Le match était pas mauvais. Puis, tu sais, j'aime pas Triple H, là. Le monde le savent, là. Mais c'est le bon résultat qui est arrivé pareil. Là. Tu peux pas. C'est bien beau de chasser. C'est bien beau de chasser. Mais, tu sais, il n'y a pas juste ça non plus. Fait que, c'est correct qu'il gagne. Il fallait qu'il gagne le match, puis c'est ça qui est arrivé. Fait que, t'as donné à combien ce match-là, toi? Je suis curieux. J'ai donné 3 et 3 quarts. OK, ben, c'était pas si loin que ça. J'ai mis 3,5, moi. OK. Je trouve ça solide, mais comme un event, c'est sûr que ça flip-floppé les deux avec Hogan puis The Rock, mais des fois, c'est dur à dire. Des fois, c'est pas comment le match va fonctionner, whatever. Puis ça reste quand même. C'est quand même Triple H qui revient de sa blessure. C'est son gros moment à lui. C'est pour la ceinture, tandis que l'autre, c'est un match pas de ceinture. Fait c'est dur, des fois, savoir pourquoi une affaire est bonne puis l'autre l'est pas. Là. Je pense qu'un match pour le championnat devrait toujours être dernier. Mais dans ce cas-là, à cause que Rock Hogan, c'était gros. Mais parce que l'affaire avec Rock Hogan, c'est que c'est 2 gros noms, mais je pense pas qu'on s'attendait à ce que ça pogne autant. Ouais. Fait puis tu sais, ça aurait pu être un flop total, il aurait pu avoir des botches, puis Hogan se blesse, ou peu importe, là, ça aurait pu être. Mais non, ça a donné qu'est-ce que ça a donné. Puis ça fait partie de l'histoire maintenant. Ouais. Fait que c'est ça. Fait un bon match, mais tu sais, comme on l'a dit, on aurait mis les deux, on changé les deux le rôle de place, mais en même temps, on dit ça, mais comme j'ai dit tantôt, c'est dur de savoir vraiment. Ah oui, pas facile. En tout cas, c'est pas évident de booker une carte de lutte, hein. Vraiment pas. Surtout pas un WrestleMania. Non, c'est ça. Puis tu sais, aussi, il faut pas oublier qu'il y a des affaires qu'on sait pas backstage, là. Je veux dire, dans le sens que t'as des blessures, t'as de la politique, il y a du monde qui se font tasser, il y a plein d'affaires là, qui rentrent en ligne de compte que nous autres, en tant que fans, ben, on voit le produit fini, mais on sait pas tout. Là. On le sait plusieurs années plus tard. Fait que... En effet. Fait que, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, Triple H va perdre sa ceinture contre Hogan à Backlash, puis il va partir en feud avec l'Undertaker. Pour Jericho, il va y avoir un match de retour, en quelque sorte, contre Triple H à Judgment Day dans un LNSL que MZ va remporter. Et Stephanie va se faire chasser de la WBF par Triple H en perdant un match Triple Threat avec aussi Jericho qui était dedans. Puis, mais elle va revenir au mois de juillet de la même année quand Vinnie Mac va l'engager comme directrice générale de SmackDown. Wow!
Ça, c'est une belle époque pour elle, ça, SmackDown GM. Ouais, vraiment. Bref, désolé, je m'excuse, mais là, j'ai mes préférés comme tout le monde. Match of the Night, puis tout ça, t'es-tu prête pour ça? Ah oui, je suis prête. Parfait. Mais Match of the Night avec les deux, là. Hogan contre The Rock pour moi. Ah oui, pas le choix. Pire match, j'ai donné la même note à 2 matchs, mais j'ai donné le pire match à Goldust contre Maven. J'ai le même, fait que parfait. C'est soit ça ou bien le triple threat de féminin, malheureusement. Ouais, exact. Mais bon, fait que c'est ça. Notre show, je vais aller en premier, ok? Je vais donner à WrestleMania X8 la note de 7.5 sur 10. Oh! T'as pas donné 9, toi, j'espère, l'enfant de même. En même temps, si tu donnes un 9, ça a plus de sens parce que t'as des notes plus hautes que moi. Okay. Ouais, mais j'ai donné la note de WrestleMania X8, la note de 7.5. 8.5. Ben, ça va avec les notes que tu as données depuis tantôt. Là. Fait que, tu sais, quand on compare les notes depuis le début, je pense qu'il y a genre 2 matchs qu'on était pareils, là, ou 2, peut-être 3 max. Là. Mais pour vrai, non, tu sais, 7.5, c'est un bon choix à regarder. C'est un bon choix à regarder no matter what. C'est juste que, à part Hogan contre The Rock, il n'y a pas grand-chose que tu vas regarder une autre fois par après, là, en tout cas, à mon avis. Là. Ouais, t'as raison, mais il n'y a rien de mauvais. Puis il y a des matchs. C'est sûr. Il y a des matchs qu'on skipperait, mais qu'on ne devrait pas skipper parce que c'est bon. Exact. Puis 2002, c'est un de mes années préférées. Fait que même à ça, même si le show est moins bon, je vais toujours avoir une place spéciale dans mon cœur, le 2002, parce que c'est genre l'année que j'aime le plus. Là. Aussitôt que j'ai dit ça, il y avait de la lumière rouge en arrière de toi. C'était bizarre. Ah ouais, pour vrai? Ouais, pour vrai. Fait que c'est ça. Fait que 8.5, 7.5, puis même si j'ai dit 7.5, je vous le recommande à le regarder pareil. C'est un show fun à regarder no matter what. Puis WrestleMania X8 est rendu où? Ben, quelque part dans le rétroviseur! On le voit plus. En tout cas, on le voit partiellement plus, là. On verra. On s'approche des 400 épisodes bientôt aussi. C'est fou, hein? On tire à 500 avant la fin de l'année, non? Je pense pas, là. Non, mais non. Non. Peut-être mais genre été prochain, peut-être? Mais non, ça va être début d'année mars, peut-être, maximum. OK, bon. Restez en ligne. On va tous gagner un T-shirt. Ouais, j'espère les T-shirts. Ouais, c'est vrai. Ben, ça pourrait être pire, ça pourrait être des cartes puis un bonhomme de Dean Ambrose. Bref. Oups. Je sais même pas ils sont où en plus. Ben, ça se voit pas. Hein? Non. Fait que voilà, dans le rétroviseur, ça va venir X8. Mais ce qui n'est pas dans le rétroviseur, c'est nos prochains rendez-vous. Puis on a non seulement le podcast qu'on va vous annoncer là, mais on a le mois de mai au complet. On commence ça avec, bien sûr, l'entrevue avec Jimmy Corderas. L'arbitre vétéran retraité de la WWF, Jimmy Corderas, qu'on va aussi avoir la chance de croiser au 80s WrestleCon. Ben out. Donc, c'est clair que ça va être un des premiers qu'on va aller serrer la pince parce qu'on l'a eu en entrevue en plus. Fait que c'est très cool. Fait que, Jimmy Corderas en entrevue. Très belle heure à sa compagnie. Et le reste du mois ressemble à ça. Et oui, ben t'en as parlé. T'en as-tu parlé en ondes ou hors d'ondes? Je pense que c'est hors d'ondes. In Your House, Good Friend, Better Enemies, évidemment. Hors d'ondes, mais ouais. Hors d'ondes, ouais. Avec le main event Diesel contre Shawn Michaels et le reste de la carte. Hein? On a aussi le premier et le dernier. En fait, le dernier Nitro à battre Raw dans les ratings. Donc, finalement, la fameuse séquence de 83 semaines. Donc, c'est le dernier Nitro à battre Raw. Et évidemment, la biographie du mois de mai sera nul autre que Jacques le Serpent Robert, Jake the Snake Roberts. Quand même un gros mois pareil, là. Hein? Quand même un gros mois pareil, là. Ouais, correct. Mais tu sais, en sachant qu'il y en a déjà un de tapé, c'est déjà moins peu. Là. Ouais, ça c'est sûr. Mais je parlais plus pour le monde qui écoute le podcast, pas nous autres qui l'enregistrent backstage, là. Ouais. Fait on a eu des gros invités cette année. Puis il reste encore 7 mois. Fait qu'on sait pas ce qu'il nous réserve. On verra. Peut-être qu'il va en avoir un ou d'autres. Même nous autres, des fois, on ne sait pas. C'est ça, exact. Et à travers la table, évidemment, chaque mardi, 20h30, en direct sur Facebook, YouTube et Twitch. On parle de lutte québécoise, de lutte moderne, des entrevues.
Un peu de tout. On reçoit. Puis là, on va commencer à recevoir plusieurs personnalités de d'autres mondes aussi qui vont venir parler de lutte, mais qui vont parler de leur sport aussi. De temps en temps, on va avoir. Ça peut être un acteur, ça peut être un sportif, ça peut être. Ça va toujours tourner un peu autour de la lutte aussi. Fait que, des fois, on va varier, puis je pense que ça va donner quelque chose de pas pire. Fait que restez à l'affût pour savoir qui va arriver à tel moment. Fait que voilà. Exact. Fait que c'est conclut le podcast, mon cher ami. Oh oui, c'est terminé, puis j'avais hâte parce que j'ai envie de faire caca. Puis dodo aussi, hein? Oui, mais plus caca que dodo. Ah, ok. Ben, on va pas aller sur ton trône le plus vite possible. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été là pour le podcast. Merci, Oui, Marco. Merci. C'est conclu WrestleMania X8, fait plaisir. Fait que restez là, bougez pas, mesdames, messieurs, avec nous autres, toute la fin de l'année. D'autres podcasts quand même intéressants. Donc, Jimmy Corderas la semaine prochaine. Mais en attendant, n'oubliez pas la maison, surtout pas. Allez, va!